Un jour en sortant d'un bar, un homme m'a dit que les rêves des hommes n'ont pas de fin. Alors laissez-moi vous raconter le rêve d'un jeune garçon de 4 ans devenu réalité, qui au fil des années a conquis le monde entier et qui ne se terminera jamais car il ne sera jamais oublié. Fortune, gloire et pouvoir. Cet homme avait amassé toutes les richesses du monde. Le roi des pirates, ce sera moi. Ces phrases résonnent dans les têtes des fans de manga du monde entier. Pirates contre marine, gouvernement contre hors-la-loi, liberté contre censure, l'indépendance face à la servitude, une aventure jusqu'au bout du monde pour trouver le plus grand des trésors. Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, bienvenue dans cette nouvelle émission. Et cette émission, elle est très spéciale puisque je travaille sur un énorme podcast et en fait, j'ai pas du tout la possibilité de repartir, enfin de faire un héritage comme on fait ces dernières semaines. Je peux pas partir. Voilà, j'ai besoin là de faire des petites émissions simples pour la simple et bonne raison que, en définitive, je peux pas travailler sur ce gros podcast et en même temps. Voilà, comment dirais-je, avoir une émission travaillée, c'est un petit peu compliqué pour moi. Donc, déjà, je tiens à te le dire, c'est un petit peu intéressant aussi. Si tu es pas trop, ou plutôt si tu es perspicace, tu as un indice dans cette émission pour te laisser sous-entendre ou comprendre l'émission sur laquelle je travaille. Et puis, je dois déjà te le dire, comme ça, pour les plus fidèles d'entre vous, vous allez trouver facilement. J'ai déjà fait un podcast sur cette personne. J'ai déjà fait une trilogie sur cette personne. Mais là, un événement a fait que j'ai décidé de faire une énorme émission. Je ne sais pas encore comment elle va se traduire. Ça arrive. Je n'ai pas commencé les enregistrements. Là, au moment où je suis en train d'enregistrer, je te tease sur les futurs épisodes du podcast. Je suis en train de lire un dossier. Le mec bosse comme un malade. Je lis tout le temps en ce moment. Ce truc-là. Donc, dès que j'ai du temps libre, en fait, je fais de la lecture. Tu vois, voilà. Bref, entre toutes mes lectures pour ce gros podcast qui va être excellentissime, bien évidemment, je regarde un petit peu Netflix et je suis tombé sur la série Netflix One Piece. Et je vais être tout à fait franc avec toi, je déteste le manga One Piece. Je ne déteste pas les mangas, j'en lis simplement plus en fait. J'ai eu ma période manga qui a duré très longtemps, jusqu'à ma trentaine. De 20 à 30 ans, même un petit peu avant, on va dire de adolescent jusqu'à 30 ans, j'ai lu des mangas. Et puis ma vie a fait qu'aujourd'hui, je ne lis plus de mangas. C'est comme ça, on change, hein, heureusement. J'en lis moins. One Piece, j'ai jamais accroché, je vais être franc avec toi. Et par contre, paradoxalement, j'ai beaucoup aimé la série. Voilà, je vais être franc, j'ai regardé Netflix, je suis tombé là-dessus, j'ai regardé One Piece, j'ai beaucoup aimé la série. Et donc je me suis dit, allez, c'est parti. J'ai trouvé sur YouTube une chaîne qui s'appelle, alors attends, je vais essayer de ne pas écorcher le nom de la chaîne, Luphilosophe. Donc tu iras voir. Le titre de la vidéo que je reprends ici s'appelle L'histoire folle de Eiichiro Oda, l'auteur de One Piece. Et moi j'ai appelé l'histoire de l'auteur de One Piece Eiichiro Oda. Donc normalement, tu ne devrais pas trop me trouver loin de cette vidéo-là si jamais tu m'écoutes sur YouTube. Et si tu m'écoutes sur un podcast, eh bien va sur YouTube si tu veux voir la vidéo d'origine. Je ne vais pas trop la couper malgré tout. Il y a un intervenant dedans, c'est Kuotak7218. Bon bref, voilà. J'ai cité mes sources. À partir de là, mon but, c'est simplement de décortiquer certains passages de cette histoire d'auteur. Être un artiste, pour moi, c'est être un entrepreneur. Même, j'irai même plus loin que ça. Je pense que les artistes sont la représentation la plus réelle de ce qu'est un entrepreneur. Dans les difficultés qu'ils traversent, dans l'entêtement dont ils font preuve, en sachant que souvent, que tu sois auteur de manga, peintre, musicien, enfin bref, tous les métiers artistiques, il y a réellement ce qu'on va appeler une traversée du désert, qui est d'une dureté, j'ai envie de dire sans borne, parce que tous ceux qui la vivent savent très bien de quoi je suis en train de parler. Je me considère comme un artiste dans l'âme, je me suis toujours considéré comme ça, même si je suis un artiste qui a tout de suite perçu les problèmes financiers auxquels se confrontent les artistes. Peut-être qu'un jour, à titre posthume, mon œuvre sera saluée, ou peut-être pas, qui sait. Nous verrons. En tout cas, voilà, un artiste est confronté à de multiples challenges qu'il va devoir relever à l'image d'un entrepreneur. Et je pense qu'il y a d'énormes leçons à tirer de ce type d'histoire. Et donc, comme un petit aparté, avant, j'espère,
le gros morceau que je vais accoucher la semaine prochaine. Je vais essayer de commencer les enregistrements la semaine prochaine pour que tu aies, n'est-ce pas, ce podcast dans les mains d'ici la fin de l'année, parce que ça va être un très gros morceau et un très très beau bébé. Je m'attends à quelque chose de grandiose. On va attaquer cette histoire d'Eiichiro Oda, mais avant, je te rappelle que le 7 octobre, il y a un séminaire à Nîmes et je t'invite vraiment à venir. Il reste présentement, là, au moment où j'écoute, 8 à 9 jours avant la clôture de la billetterie pour participer à ce séminaire, pour venir nous rencontrer, parce qu'on a plusieurs intervenants, on est plusieurs, donc tu ne vas pas ne faire que me voir moi, mais voir toutes les personnes qu'il y a autour de moi et de nous, parce que je ne suis pas non plus tout seul à organiser tout ça, bien sûr, tu l'imagines. Je pense que tu as passé un excellent moment. Et j'espère que nous allons passer tous ensemble un excellent moment. Comme d'habitude, prends le téléphone d'un ami, abonne-le sauvagement à l'émission ou alors laisse-moi des étoiles et un commentaire là où tu écoutes le podcast. Et je t'invite à aller sur immobiliercompagnie.com pour tous les éléments que tu trouveras sur le site, tout en sachant que l'élément principal d'actualité reste le séminaire qui se clôturera dans les prochains jours. Voilà, sans plus de transition, on attaque avec l'histoire de je vais essayer de ne pas écorcher son nom, Eiichiro Oda, en sachant encore une fois que je risque de faire quelques coupures dans cette vidéo, l'original étant sur la chaîne présentement nommée dans cette émission. Sans plus de transition, Patrick, Magnéto. Notre histoire débute le 1er janvier 1975. C'est dans la ville de Kumamoto, appartenant à la préfecture du même nom, située sur l'île de Kyushu, que Eiichiro Oda est né. Ville d'1 million d'habitants, connue pour son château historique ou encore pour son ramen de Kumamoto. C'est ici qu'Oda fera ses premiers pas. Des années plus tard, ses empreintes sont encore visibles et des touristes du monde entier peuvent venir les voir et les toucher. Il n'y a pas beaucoup d'informations concernant sa famille. Grâce à une interview, nous savons que sa mère était une femme au foyer et que son père était un employé qui avait pour hobby la peinture à l'huile. Voyant son père réaliser des commandes, il comprit qu'il était possible de gagner sa vie en aimant ce que l'on fait. Grâce au courrier des lecteurs des volumes 34 et 85 de One Piece, nous savons qu'il a au moins une sœur avec qui il se disputait beaucoup durant l'enfance. Donc on part pour le Japon, pays que j'ai déjà expliqué et analysé dans l'excellente série de Carlos Ghosn que je t'invite à écouter si tu ne l'as pas déjà fait sur la chaîne de podcasting. Donc, Carlos Ghosn pour Renault, enfin plutôt pour Nissan, pardon, travailler, enfin Renault-Nissan, bon bref, tu écouteras l'émission, aller travailler 15 jours par semaine au Japon, 15 jours par semaine en France. Le Japon, c'est une culture totalement différente de la nôtre. C'est pas anodin quand tu entends que aussi jeune, un gamin finalement est marqué par un événement, par un élément de la vie de ses parents. Il faut savoir qu'en fait, en tant qu'enfant, on est énormément conditionné par ce que l'on voit de nos parents. En tant qu'enfant, le mimétisme est de rigueur et donc c'est pour ça que souvent, d'ailleurs, et je le répète tout le temps, les enfants ont tendance à ne pas faire ce qu'on leur dit. Ils font ce qu'ils voient. Et donc, si tu veux, Eiichiro Oda, lui, le fait qu'il voit son père qui a un travail, mais qui arrive à gagner de l'argent en dehors de son travail avec sa passion, lui envoie un message simplement qui lui fait se dire « c'est possible ». Et ce genre de détails sont extrêmement importants et souvent, dans la vie des personnes qui ont des problèmes pour se lancer, c'est ce qui leur manque. Il leur manque ce léger détail qui leur fait se dire en fait c'est possible. Et c'est pour ça qu'on dit aller à la rencontre de personnes qui ont fait des choses que vous voulez faire, parce qu'en les rencontrant, tu vas te rendre compte déjà qu'ils sont comme toi, comme nous, il n'y a rien de différent entre la personne que tu vas rencontrer et l'image que tu as d'elle dans ta tête. Parce que souvent, on idéalise les gens parce qu'on ne les a jamais rencontrés. Quand on les rencontre, on se dit, mais en fait, des fois même, tu vas te dire, c'est pas bien ce que je vais dire, mais des fois, tu vas dire, mais en fait, c'est un abruti et je suis. C'est pas que tu vas dire que tu es meilleur, mais je suis au moins capable de faire pareil. Voilà. Et ça, tu ne peux pas l'empêcher non plus. Je ne suis pas pour la comparaison, mais tu n'éviteras pas non plus la comparaison. Et je trouve, personnellement, que dans la mesure où même si la démarche n'est pas forcément très saine, mais elle te permet de passer à l'action et surtout, elle te permet de te dire allez c'est bon je le fais maintenant, lui il l'a fait, moi je le fais, eh bien si ça aboutit à ce résultat là, d'abord je t'incite à le faire et ensuite même si le sentiment de départ je le trouve pas très positif, mais c'est pas grave, plutôt même négatif, mais bon tu m'as compris, je t'incite à aller à la rencontre de personnes pour enclencher chez toi le truc qui fait que tu vas passer à l'action. Et c'est un détail anodin de voir son père et de se dire il vit de sa passion, mais ce léger détail conditionne le reste. Quand un être humain se dit
je suis capable de le faire, qu'il le fait et qu'il agit pour que ça se réalise, mais à partir de là, moi, je vais te dire comme je le pense, peu importe ce que tu veux réaliser, ça ne me regarde pas. Tant que tu passes à l'action, moi, je suis heureux en fait. Donc, rencontre des gens qui l'ont fait, rencontre des gens qui ont cet état d'esprit que tu recherches, qui ont qui ont accompli ce que tu veux accomplir, qui ont finalement ce que tu souhaites avoir pour te donner le courage de passer à l'action. Mais, et j'ai une recommandation à te faire, prends des informations. Moi, ça, c'est quelque chose aussi que je veux te dire. Ne fais pas n'importe quoi. Ne te lance pas tête baissée une fois que tu as vu la personne et c'est bon, il l'a fait, je le fais. Pense à prendre des informations pertinentes et à ne pas faire n'importe quoi. Et aussi à mettre en perspective ta situation vis-à-vis de celle observée. Très souvent, on fait cette erreur. On va voir quelqu'un qui a fait un truc, on va reproduire, faire ce que font les riches. C'est facile. Tu vas te dire, ben, il a fait ça, et donc moi, si je fais ça, je serai riche. Mais souvent, on oublie le contexte et les éléments qui ont permis la réalisation. Et il est vrai, il faut le reconnaître, qu'il peut y avoir un facteur chance, il peut y avoir un facteur qui est déterminant, qui est le timing. On ne s'en rend pas compte, mais malheureusement, il y a des bons timings pour certaines personnes et des mauvais timings pour d'autres personnes qui font que, on va dire, certains événements, certaines réalisations puissent se matérialiser en positif et en négatif selon, encore une fois, le timing dans lequel on les réalise. Et ces éléments-là, souvent de l'extérieur, en tant qu'observateur, on ne les a pas. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas passer à l'action, ça veut juste dire que tu dois être un petit peu plus, je dirais, parfois modéré en fonction de tes moyens, ou même moins modéré en fonction de tes moyens. Bref, prends en considération le fait que quand tu rencontres quelqu'un, il y a toujours des choses qu'on ne te dit pas, que tu ne vois pas, que tu ne sais pas, que tu vas devoir découvrir. Et dans le doute, agis toujours, bien évidemment, il faut agir, mais agis avec prudence ou en tout cas avec conscience que tu ne possèdes pas tous les éléments. Voilà. C'est important et je voulais te le préciser. En tout cas, ce gamin a vu son père qui a gagné de l'argent avec sa passion et c'est déterminant pour la suite et tu dois en prendre conscience. Toute passion, quelle qu'elle soit, peut te rapporter de l'argent. La question est juste de comment toi, tu peux la monétiser. Parce que la manière dont tu vas la monétiser ne sera pas la même manière dont je vais la monétiser. Ce qui compte, c'est simplement de la monétiser pour en vivre. Dès l'âge de 4 ans, Oda voulait déjà devenir mangaka. Et la raison est très spéciale, car il voulait éviter d'avoir un vrai travail. Quand on sait que certains mangakas sont soumis à des heures de travail qui nuisent souvent à leur santé, ce motif est très discutable. Oda était un jeune garçon fan de Disney, cependant ce seront 2 œuvres ne faisant pas partie de ce studio qui vont vraiment l'influencer. Car la première est Vic le Viking, un dessin animé européen qui lui donnera sa fascination pour les pirates. Et bien sûr la deuxième est Dragon Ball. En lisant le second chapitre du manga de Toriyama, il sera influencé grandement pour des années à venir et tombera amoureux des mangas. Il en était tellement passionné qu'en CM2, il s'inscrira à un club de football car il était fan du manga Captain Tsubasa. Et petit à petit, il commença à dessiner beaucoup durant son enfance et son adolescence. Héritant du don de son père, il façonna ses idées et son style. L'une d'entre elles d'ailleurs mettra en scène des pirates, qui deviendra des années plus tard Romance Down et encore une année plus tard One Piece. Personnellement, je trouve ça excellentissime et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à concevoir qu'un enfant puisse très tôt avoir comme ça, j'ai envie de dire, une aspiration profonde qui va le suivre tout le reste de sa vie. Mais en définitive, moi je vais te dire l'inverse, c'est que on a tous cette aspiration profonde. La différence entre Eiichiro Oda et toi, ou même moi et d'autres, c'est que finalement on va étouffer cette part de nous. Je crois, mais j'ai peut-être tort, mais c'est ce que moi j'ai envie de croire de toute façon, donc je ne vais pas chercher ici à te convaincre, je te partage une croyance, puis tu y réfléchis, et puis après voilà. Je crois qu'on a tous des passions dans notre enfance. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu une discussion avec un membre proche de ma famille qui m'a dit « Oui, mais moi quand j'étais gamin, j'étais en galère et j'avais pas de passion en fait. J'ai vécu une enfance de galère, n'ayant pas de passion et pas d'aspiration profonde. Ma seule volonté, c'était de sortir de la galère. Et donc moi, j'ai pas de rêve en gros. » La personne a justifié devant moi de son absence de rêve au travers... Et attention, comme c'est un membre de ma famille, je te le dis direct, je ne remets pas en cause le fait qu'il y ait eu une enfance difficile. Ok, très bien, pas de problème. Mais je ne suis pas d'accord. Je ne le lui ai pas dit parce que je n'ai pas envie de polémiquer, c'est comme ça. Et je ne suis pas là pour te dire qui a raison, qui a tort. Je suis juste là pour te montrer une autre manière de penser. Je pense que même les gens qui sont en galère, ils ont des rêves. Je pense, tu vois, qu'en l'occurrence,
enfant, il a dû aimer les mangas, aimer les jeux vidéo, aimer tout un tas de choses. Et il s'est simplement, et je pense que c'est lié à ce que je disais tout à l'heure aussi, hein, c'est sûr, hein, en ayant vu son père qui vivait de ses planches de dessin, il s'est juste dit, j'aime les mangas, je vais vivre des mangas en fait. Et comme j'ai pas envie de travailler, parce qu'il n'y a pas un travail en soi qui me plaît, mais j'aime le côté de dessin créatif, eh bien je vais m'orienter là-dedans, ça correspond à ce qui a l'air d'être pour moi le meilleur avenir par rapport à ce qu'on me propose. Et en même temps, je ne fais pas de concessions sur mes rêves. J'ai adoré Olivier Tom, je vais faire du foot. J'ai adoré Dragon Ball Z, je vais faire un manga comme Dragon Ball Z. Il n'a pas fait que se le dire. Il s'est orienté dans cette direction. Et la différence du coup entre quelqu'un qui va être capable de croire en ses rêves et toutes ces autres personnes qui ne vont à terme finir par nous dire « moi j'ai pas eu de rêve étant enfant », je pense, c'est encore une fois une croyance personnelle, qu'elle se joue simplement sur le fait que certains auront étouffé leur volonté infantile, vont étouffer l'enfant qui est en eux et vont pas s'autoriser à croire qu'ils peuvent vivre des jeux vidéo, qu'ils peuvent vivre du dessin, qu'ils peuvent vivre de la musique, qu'ils peuvent vivre de leurs rêves de gosse. Mais là où ça devient magique, c'est que moi je connais des gamins, il y a longtemps, j'ai été avec une fille dont le frère avait comme rêve d'être policier. Et devine quoi, il a été policier. Et comme là, on avait un gamin qui avait un rêve qui consistait à être policier, si tu veux, c'est vachement plus facile à le mentaliser. C'est-à-dire que quand ton rêve, c'est de dire « je veux être policier », bon ben, tu vas à l'école de police, tu rentres dans la police, tu gagnes ta vie en étant policier. Il n'y a pas de débat en fait. Il n'y a pas de « voilà, c'est pas un métier mon fils, tu rêves, tu délires ». Quand ton gamin, par contre, il arrive et il te dit « je veux vivre des jeux vidéo, papa ou maman », ben là, tu es un peu embêté parce que moi, à mon époque, il n'y avait pas d'école pour devenir joueur de jeux vidéo professionnel. Tu te dis pas qu'un gamin qui joue aux jeux vidéo va gagner de l'argent. Puis tu te dis pas que, etc., etc. Bref, c'est plus compliqué. Et là aussi, je vais incriminer un peu la société de manière commune. Et aussi, ta responsabilité et la mienne et celle de tous les parents du monde, pour ceux qui sont parents, c'est qu'à l'inverse, un gamin qui vient te voir et qui te dit « je veux être footballeur professionnel », tu peux le croire. Tu sais que ça va être dur, tu vas lui dire « écoute, tu vas galérer, il va falloir que tu bosses », mais tu peux le croire. Parce que finalement, ton schéma mental va accepter un moule dans lequel tu sais que le footballeur qui réussit va gagner de l'argent et du coup, ça n'est pas totalement impossible. C'est très dur, mais pas impossible. Et du coup, là où on est tous coupables, c'est que quelque part, on contribue à finalement entretenir la mort des rêves de nos enfants. Parce que selon ce que les enfants vont dire aux parents, on va les orienter, voire même des fois leur dire « essaye de vouloir faire autre chose parce que là, ton rêve, il est un peu compliqué à réaliser », alors qu'on devrait les encourager. Je vais te dire ce que je dis depuis des années et auquel je crois très fortement, entre encourager un enfant et le décourager, entre arbitrairement lui dire « oui, tu peux le faire, non, tu ne peux pas le faire », les deux chemins produisent le même résultat. Si tu dis à ton gamin, et je répète ça tout le temps, si tu dis à ton gamin « vas-y, fais du dessin », vas-y, fais du dessin, on verra bien où ça te mène. De lui-même, si à ses 18 ans, tu lui dis « voilà mon fils, tu veux faire du dessin, va prendre ton appartement ». Si à ses 18 ans, il n'arrive pas à payer son appartement et que tu l'as mis à la porte de chez lui, ton gamin de lui-même, il va voir que le dessin, c'est la galère et il va soit arrêter, soit continuer en trouvant une solution pour pouvoir continuer. Et c'est là que tu vas voir si c'est vraiment son rêve ou si ça n'est qu'une passade et que finalement, il va passer à autre chose. Mais si tu l'encourages et que tu le mets dehors et que tu continues à l'encourager de faire du dessin en lui disant « mais ne lâche pas le dessin, trouve une solution. Si tu aimes vraiment le dessin, mon fils, trouve un travail à côté alimentaire, paye ton loyer, continue à dessiner, tu vas y arriver. » Là, non seulement tu le soutiens, non seulement tu lui donnes de l'amour, mais en plus, le gamin de lui-même, s'il voit que le dessin n'est pas sa passion, il l'arrêtera. Il n'aura pas besoin que tu le décourages ou que tu lui sabres ses aspirations profondes en lui disant « mais non, t'en vivras jamais, regarde, tu payes pas ton loyer » comme font tous les parents français de France. C'est une ineptie de briser les rêves de ses enfants. Là, on a un gamin qui a tout de suite un rêve, comme son père dessinait. On n'a pas l'information ici, mais moi je présuppose que les parents ne se sont pas opposés aux rêves de leur enfant et du coup, le gamin va aller plus loin. Alors, bien évidemment, on peut
aussi m'opposer le raisonnement différent qui consiste à dire mais si le gamin a réellement une passion du dessin, tu vas t'opposer à ce qu'il fasse du dessin, il continuera à en faire. Sauf que le problème, c'est qu'après, là, on va rentrer dans une discussion de la force de l'esprit. Et certes, c'est vrai, mais tu peux avoir des personnes qui sont moins fortes que d'autres et qui vont finalement t'écouter parce qu'on a envie d'écouter ses parents, c'est normal. Et malheureusement, tu vas, je pense, gâcher quelque part un petit peu le potentiel de ton enfant, le plein potentiel de ton enfant. Parce qu'un gamin comme Eiichiro Oda, qui dès le début se lance là-dedans, qui arrive à faire, et tu vas le voir, qui va arriver à faire finalement le cursus complet, eh bien il a un avantage concurrentiel sur tous les autres. Il a commencé très tôt, très jeune, et du coup, il va créer un gap. Pas par le talent, mais par le fait qu'il commence très tôt. Plus tu commences tôt ton art, plus tu te perfectionnes dans ton art, et plus tu vas te perfectionner dans l'art, plus tu vas devenir intouchable. Et tu vas le voir dans cette histoire qui est exceptionnelle, je le pense réellement, eh bien, il va devenir l'un des plus grands artistes du monde. Tout ça parce qu'à un moment donné, il aura suivi sa voie très jeune. Et je vais te donner un exemple qui va complètement dans la veine de Eiichiro Oda, Mozart. Mozart, il a commencé extrêmement jeune. Alors certes, son père l'a obligé. Là, on est carrément dans ce que je déconseille, mais il a obligé à être un artiste. Mais est-ce qu'il a mal fait? Mais avant cela, nous sommes en 1992. Oda, âgé de 17 ans, a toujours pour ambition de devenir mangaka. C'est pourquoi il sera intéressé par le concours Tezuka de la Shueisha, la maison d'édition qui a publié des piliers du monde des mangas et qui aujourd'hui publie les chapitres de One Piece au Japon. Ce concours annuel rassemblant plusieurs dessinateurs amateurs est un bon moyen pour se faire repérer par des éditeurs, afin d'obtenir des contacts dans le monde de l'édition. Le jeune de 17 ans passa alors 4 mois pour créer son manga, son histoire, ses personnages, son univers. Seulement, avant la date limite de rendu, c'est un mauvais coup du sort qui va avoir lieu. Un accident de la route entre deux voitures s'est produit dans les rues de Kumamoto. Oda était assis dans l'une d'entre elles sur le siège passager. L'auteur raconte qu'il avait le visage couvert de sang. Il fut directement transporté à l'hôpital, mais il ne pouvait pas avoir l'esprit apaisé, car cet accident eut lieu 3 jours avant la date limite de participation au concours Tezuka. Sachant qu'il avait encore 7 pages de manga à dessiner, il demanda au docteur de le laisser rentrer chez lui, mais ce dernier refusa. Il quittera quand même l'hôpital plus tôt que prévu pour aller finir ses pages de manga. Mais 7 pages, c'est pas facile, surtout lorsqu'on sort d'un accident de voiture. Il dessina donc jour et nuit. L'auteur raconte qu'il avait une importante douleur au nez, mais il tiendra le coup, dessinera malgré la douleur et réussit à finir ses pages et les envoyer à la maison d'édition. Plus tard, il retournera à l'hôpital et c'est ainsi qu'il apprit que tout ce temps, il dessinait et travaillait avec l'os du nez complètement cassé. Oda dira que cette histoire lui a fait beaucoup réfléchir, même des années plus tard. Je trouve cette histoire fascinante. Je la trouve fascinante parce qu'elle nous montre qu'en fait, quand tu as un objectif qui a réellement de l'importance, tu es capable de bravir des montagnes. Et alors bon, c'est une image, les montagnes, mais voilà, je suis certain que tous autant que nous sommes, si on a un vrai objectif qui compte vraiment, on est bien d'accord. Et je pourrais de mille et une manières te mettre en perspective une situation où d'un coup, l'objectif, en tout cas l'intérêt, grandit pour toi et du coup tu vas faire beaucoup plus d'efforts que d'habitude pour obtenir ce que tu convoites. Il y a plein de situations. Il y a plein de gens à qui tu vas leur parler de leur passion ou d'un truc qu'ils veulent vraiment et si tu les mets dans la situation où ils ont une chance de l'obtenir, on se rend tout de suite compte qu'on est tous pareils, on est capable de faire beaucoup plus d'efforts dès qu'on est impliqué et que ça touche à quelque chose pour lequel il y a une forte émotion. Et ça te montre que l'être humain est capable d'aller très loin pour la réalisation de son ambition. Donc, ce qui veut dire que quelque chose qui est hyper important dans la vie, c'est l'ambition. Moi, j'ai un truc que je dis tout le temps et j'ai pas de problème à le dire. Je ne comprends pas du tout les gens qui n'ont pas d'ambition. Je n'ai aucune compréhension pour les personnes qui me disent « je n'ai pas d'ambition ». Et je sais bien qu'il y a des gens qui vont dire « oui, mais moi, j'en ai vraiment pas ». Mais pour moi, ça veut vraiment rien dire en fait. C'est pas vrai. J'arrive pas à croire que quelqu'un n'a pas d'ambition. En soi, même les gens qui te disent qu'ils n'ont pas d'ambition, dès l'instant qu'ils ont des enfants, ils ont une ambition pour leurs enfants à minima. Enfin bref, je suis certain que dans la vie de chacun, on peut trouver de l'ambition, même là où ils ne veulent pas en voir. Mais surtout, moi, par-dessus tout, ce que j'ai envie de dire, le message que j'ai envie de transmettre, c'est trouve
non pas une ambition, mais trouve l'ambition qui a pour toi le plus d'importance au point où cette ambition surpasse tout le reste. Là, Oda, il a le nez pété, il est à la bourre, il sort d'un accident de voiture. Je pense que la dernière chose qu'il a envie de faire, c'est travailler, il a besoin de repos. Le mec, il est omnibulé par son concours parce qu'il joue sa vie. Alors que il joue pas sa vie, enfin tu comprends ce que je veux dire. Sa vie, elle a été jouée pendant l'accident, mais je veux dire, pour lui, le concours a plus d'importance que son état de santé. Alors je sais bien qu'il y a des gens qui vont me dire « Ah oui, mais Nicolas, c'est pas raisonnable. Si tu te rends compte, si il se rend malade pour un concours, il pourra plus jamais penser de concours de sa vie. » Mais en fait, c'est pas du tout ça qu'il faut voir en fait. On s'en fout de tout ça. Ce qui est intéressant justement, c'est l'inverse. C'est de se dire que la personne n'a pas, elle, conscience de ces propos-là. Et pourtant, ils sont en jeu. C'est-à-dire que tout le monde va voir que dans une situation comme celle-là, tu dois prendre soin de toi parce que ton état physique, c'est le plus important, blablabla, on connaît la chanson. Mais c'est parce que justement, notre esprit en tant qu'être humain, il est construit comme ça, il va occulter volontairement cet état de fait et va se concentrer sur la seule chose qui a de l'importance pour lui à ce moment-là, le concours pour la suite de sa vie. Ça revient finalement à se poser permanence la question, est-ce que ce que je fais aujourd'hui compte réellement pour moi? Est-ce que les actions que je mène, elles ont la valeur qui est la plus essentielle à l'accomplissement de l'ambition que j'ai? Et là où ça devient intéressant, c'est que par exemple, tu as un travail de merde, mais ce travail de merde te permet de financer ton rêve. Et bien du coup, le travail de merde a une autre dimension. Maintenant, à l'inverse, tu fais toujours ce même boulot pourri que tu détestes, mais tu fais rien d'autre à côté. Tu es là et tu pourrais être ailleurs. Dans ce cas-là, la même situation, elle n'a pas le même sens, elle n'a pas la même saveur et elle n'a pas la même conséquence dans la même personne qui va vivre les deux situations. Le mec qui est en phase de transition, mais qui est là pour des raisons plus grandes et qui accepte sa condition misérable parce qu'il y a derrière une fin au tunnel, il y a une sortie du tunnel. Eh bien tout de suite, tu comprends la raison de sa présence et tu peux même trouver dans ses actes une forme de noblesse. Alors que la personne qui est là sans aucune raison, qui vit sa vie en attendant que demain il fasse plus beau parce qu'aujourd'hui il pleut, moi je comprends très bien qu'il y a des mecs qui pètent un câble parce que finalement leur vie n'a pas de sens. Mais qu'est-ce qui fait que ta vie elle a un sens? C'est toi. Et là ce qui est hyper intéressant, c'est que Oda, depuis très jeune, il a cette direction. Alors ça on est d'accord. Je reste quand même assez conscient que c'est une chance d'avoir eu ce déclic au travers de son père. Moi, je te donne cette version-là parce que c'est ce qui ressort de ce qui est raconté ici. J'imagine bien que si Oda était en face de moi et qu'on discutait, il y aurait d'autres interprétations possibles. Mais ce qui est intéressant, c'est malgré tout de voir que quand on est transcendé par une quête, quand on a une vraie ambition qui nous habite, eh bien en fait, on suit une direction et ce qui pour certains est un obstacle insurmontable devient pour celui qui suit sa quête simplement une épreuve à franchir et pour celui qui est coincé dans une vie misérable, et pour l'autre en fait finalement juste un passage qui va l'amener vers quelque chose de plus grand et qu'il va accepter de vivre pour une durée déterminée bien sûr, pour l'évolution ou l'avancement de son projet. Donc, la finalité, elle est très simple. Je t'encourage grandement à avoir de l'ambition et à avoir une ambition pour un projet qui te dépasse et qui te transforme ton rapport au réel de telle sorte que tout ce que tu vives devienne totalement différent pour toi, mais aussi pour tes proches par voie de fait. À ce moment-là, le jeune homme ne le savait pas encore, mais il se rapprochait de son rêve, car ce concours changera la vie de Oda. Il participera donc au 44e concours Jump Tezuka avec sa première œuvre, Wanted. Mais ne voulant pas que ses parents apprennent qu'il dessine des mangas en parallèle de ses études, il y participera sous le nom de Tsuki Kikondo Himitsu, expliquant alors pourquoi ce n'est pas le nom Eiichiro Oda qui figure sur Wanted. Cette page est donc la première présentation de Oda en tant que mangaka. L'auteur dira qu'il respecte énormément Akira Toriyama et son manga Dragon Ball. Wanted suit l'histoire de Jill Bastard, un hors-la-loi recherché par des chasseurs de primes qui malheureusement n'arrivent pas à le capturer. Ainsi la prime de Jill augmente. On retrouve donc dans cette œuvre des éléments qui sont aujourd'hui dans One Piece, ainsi que des ressorts comiques similaires. Wanted manquait évidemment de pas mal d'éléments pour en faire un manga méritant une publication dans le Jump, comme un but à long terme pour le héros. C'était plutôt un western gag. Néanmoins, Oda recevra la seconde place du concours
concours, sachant que cette fois-ci, il n'y avait pas eu de gagnant. Oda sera ex aequo avec 2 autres dessinateurs. Mais au-delà de ça, c'était surtout pour lui une première expérience dans le monde du manga. Une occasion d'avoir des retours de mangaka expérimentés. Et bien sûr, cette récompense lui donnera la confiance pour ses futurs travaux. Mais à ce moment-là, ça reste encore un hobby. Alors certes, ça reste un hobby, mais un hobby qui lui fait passer un concours pour lequel il travaille alors qu'il est malade. Tu sens quand même que le mec derrière, il y a du lourd et qu'il ne va pas s'arrêter là. Moi, ce que je trouve hyper intéressant et fascinant dans ce genre d'histoire, et que j'espère que tu notes à chaque fois, parce que ça se reproduit dans beaucoup finalement de profils d'entrepreneurs, de personnes qui vont avoir de la réussite, des artistes, etc., c'est que c'est très très rare que le premier jet soit le bon. Alors ça arrive, on pensera tous à l'histoire de l'écrivain de Harry Potter, et encore, il faudrait que je m'y intéresse parce que je suis certain qu'en creusant un peu, on devrait trouver des aléas. Moi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que la norme, la généralité, le plus grand nombre vont avoir finalement au départ des débuts timides avec pas forcément des échecs en soi, puisqu'on a quelqu'un qui arrive deuxième à un concours, mais non plus pas forcément de grandes réussites éclatantes. Je veux dire, c'est vraiment ce qu'on doit retirer, je trouve, au moins a priori dans toutes ces histoires-là, c'est qu'il y a un début, alors certes très prometteur, je ne le remets pas du tout en cause, mais à l'échelle de quelqu'un qui commence. Et c'est une des plus grosses erreurs que je vois chez la plupart des grands entrepreneurs, des entrepreneurs débutants, mais qu'on retrouve chez beaucoup d'entrepreneurs, c'est que dès le départ, on a envie d'avoir les résultats de personnes qui ont des années et des années d'expérience ou en tout cas d'années de travail dans les pattes, dans le domaine que l'on convoite. Et ça, vraiment, il faut que tu l'ôtes de ton esprit. Alors certes, encore une fois, voilà, je vois et je connais des personnes qui ont des réussites éclatantes et rapides, ça existe, c'est très rare. Ce ne sont pas pour moi des modèles sur lesquels on peut bâtir une stratégie. On peut les observer, on peut être subjugué, effaré sous le charme de ce type de personnalité, de personnes, mais en restant conscient que c'est non seulement une minorité, mais induplicable et propre à un ensemble de phénomènes, parfois aussi eux-mêmes induplicables. Le timing que j'ai fait état tout à l'heure. Mais là, ici, ce qui est appréciable, je trouve, c'est justement cette progression. Cette progression qui se traduit pour toi par quoi? Tu dois toujours, quand tu commences, avoir des cibles cohérentes, modérées et à ton échelle. Ce qui est très souvent d'ailleurs, malheureusement, l'inverse de ce que l'on vise. Je ne sais pas pourquoi on est tous fait comme ça. On a toujours tendance à vouloir tout de suite être très gros. Encore une fois, voilà, ça arrive. Mais l'idéal, ça reste d'avoir une cible cohérente, modeste et à son échelle. Parce que en avançant modérément, raisonnablement, on va obtenir des victoires sur de petites batailles qui vont permettre d'enclencher la bataille suivante. Et comme ça, on amorce une espèce de pompe vers l'objectif que l'on s'est fixé dans la tête. Alors bien évidemment, tu peux t'attaquer au problème directement ou directement à ce que tu as en tête, mais à mon sens, c'est quand même un peu plus compliqué. Ça reste mon opinion personnelle. Il faut garder à l'esprit un élément important dans ce genre de processus, c'est que chaque étape que l'on franchit va venir alimenter, alors là on va parler de l'œuvre finale. Regarde, ce qui est intéressant, c'est que dans Wanted, on retrouve ce qu'on a vu dans la série et ce qu'on retrouvera dans le manga, à savoir les affiches des primes sur les pirates. Et donc en fait, ce que l'on n'évalue jamais suffisamment, c'est que dans le chemin, on va rencontrer un ensemble de problèmes, d'étapes, de victoires et d'éléments et de personnes qui vont venir contribuer à la réussite finale qui, elle, sera éclatante. Et c'est souvent ce que l'on dit d'ailleurs, on ne peut pas apprécier le tableau d'ensemble tant qu'on ne l'a pas peint, mais on ne peut pas avoir fait le tableau tant qu'on n'a pas fait les petits détails qui le composent. Et le chemin, c'est ça. Et je pense que Oda, en finalement passant au travers de chacune des histoires que tu vas voir, il va créer au fil de sa carrière, va finalement arriver à construire One Piece avec Luffy D-Monkey, le personnage, le héros de One Piece, au travers de tout ce qu'il aura vécu. Et c'est dur parce que bien évidemment au début on veut un certain résultat que l'on n'a pas, et c'est parce qu'on va galérer, échouer et devoir travailler peut-être plus parfois ou moins, ça va dépendre des personnes, que l'on va arriver au résultat convoité. Alors par intelligence et réflexion ou par hasard aussi. Il faut savoir que les choses peuvent se produire de différentes manières. En tout cas,
Moi, je trouve que ici, c'est un hobby pour lequel il y a quand même un très gros engagement, un engagement pas anodin que tu dois toi-même rechercher au travers de tes actes. On est d'accord? L'année suivante, à 18 ans, Oda rentrera à l'université de Kyushu pour y suivre un cursus en architecture. Mais le plus important est qu'il continua à envoyer d'autres de ses œuvres à la Shueisha, telles que God's Gifts for the Future, dans lequel on suit le personnage principal, Bran. Celui-ci reçoit un cahier de Dieu dans lequel tout ce qui sera écrit à l'intérieur se réalisera dans la vie réelle à la date et à l'heure indiquée. Bon, je résume grossièrement, mais cette description doit sûrement vous faire penser à Death Note qui ne sortira que 10 ans plus tard. Malheureusement, cette œuvre sera jugée trop basique et ne fera pas long feu. Mais ça ne va pas décourager le jeune étudiant. En réponse, il enverra à 19 ans sa troisième œuvre, Iki Yako. L'histoire suit Guko, un moine qui chasse des démons, mais qui en vrai a la trouille de ces derniers. Un beau manga qui se caractérisait par des bonnes scènes de combat qui le fera remporter la première place d'un autre concours, le Tenkaichi Manga Award. Ces deux one-shots montraient alors la progression d'Eiichiro Oda depuis Wanted, notamment autour du développement des personnages. Ici, je vais souligner quelque chose que je sais que tu as entendu, compris et analysé déjà, mais qui doit être dit pour que ça te marque. Le mec fait ses études d'architecture. Et pendant qu'il fait ses études d'architecture, donc il a des devoirs, du travail, il est en études supérieures, il est en université, donc ça veut dire beaucoup de travail. C'est-à-dire, si tu bosses ton université, alors il y a toujours pareil, il y a des gens qui vont me dire peut-être qu'ils ne bossaient pas, mais en tout cas, j'ai fait des recherches. Il n'y a pas d'élément particulier sur l'université qu'a pu suivre Oda. Je ne peux pas vous te dire s'il a bien ou mal travaillé, mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il est allé à l'université, que donc, s'il n'y a pas de notation particulière sur son cursus scolaire, ça veut dire qu'il n'a peut-être pas été excellent, mais il n'a pas été mauvais. Donc, il a rempli ses obligations de base pour, en tout cas, faire son cursus universitaire, tout en dessinant et en continuant de participer à des concours qu'il finit par gagner avec 2 nouvelles œuvres qui sont pour lui décevantes malgré tout parce que pas publié, il n'arrive pas à avoir encore son propre manga. Mais ce que moi j'essaye de te mettre en avant, c'est une force de travail et surtout une détermination face à à l'échec qui est admirable. C'est-à-dire qu'on lui dit non, il continue. On lui dit non, il continue. On lui dit non, il continue. Et c'est pas des noms, c'est pas en mode comme toi et moi, investisseur immobilier, je monte un dossier bancaire, allez, il me faut quelques heures dans la journée et on me dit non et je suis désespéré. Non, non, le gars il fait un manga. Ça veut dire que c'est des heures et des heures et des mois de travail, en plus d'un travail qu'il a déjà, qu'il pose et qu'on lui refuse. Je ne sais pas si tu imagines la difficulté du truc, c'est pas un refus. Pour moi, il y a plusieurs types de refus. Il y a le refus pour un travail que tu as fait en quelques heures, qui est toujours embêtant, je ne remets pas ça en cause, qui est toujours embêtant, affectant, qui peut générer son lot de problèmes dans ta tête, etc. Ok, j'entends, pas de problème. Mais ça reste que quelques heures de travail pour un nom qui est toujours embêtant, certes, mais qui ne représente pas un sacrifice de vie énorme. Alors que là, on est en train de voir un mangaka qui passe des heures et des heures à créer l'histoire, la dessiner, l'écrire, la redessiner, la réécrire, la suivre, etc. Et on finit par lui dire, c'est pas mal, hein, mais bon, on va le publier pour voir si ça plaît, mais on arrête là, quoi. Donc c'est un engagement colossal pour un refus extrêmement rapide et abrupt pour lequel tu sais qu'en plus, tu peux rien faire. Tu es impuissant. Donc ça montre qu'on n'est pas face à des personnages, des personnes qui ont, abandonné rapidement, mais ils ont une ambition sans borne en fait pour voir s'accomplir ce qu'ils pensent être leur œuvre. Et je tiens aussi à souligner qu'à ce stade, Oda ne connaît pas son œuvre. C'est-à-dire qu'il sait qu'il veut faire ça, mais il n'a pas encore trouvé quelque chose à quoi se raccrocher. C'est encore plus facile quand tu te dis « je vais faire ça ». C'est ça qui va marcher. Enfin, s'il avait eu One Piece dès le départ, imagine une histoire où le gars il dessine tout de suite One Piece et puis comme un peu, d'ailleurs c'est un petit peu l'histoire du scénario qui est sorti la série sur Netflix. Ça fera un peu écho à la raison pour laquelle je fais cette émission avec les triangles, les carrés, les croix et les ronds là. Tu sais, j'ai oublié le nom de la série d'ailleurs où ils doivent survivre par rapport à des épreuves avec de l'argent à gagner, etc. Lui, il avait le scénario dès le départ et il s'est raccroché à son scénario en mode c'est le bon scénario, ça va marcher si vous me laissez une chance, etc., etc. Là, non seulement il sait juste ce qu'il veut faire, mais il n'a pas encore couché sur le papier finalement son œuvre à laquelle il va pouvoir se raccrocher. Donc ce qui est hyper intéressant, c'est d'essayer d'intégrer, de comprendre et même d'appréhender autant qu'on peut la force mentale qu'il faut pour résister à des noms.
Parce que quand on te dit non à quelque chose que tu sais que tu veux faire, c'est beaucoup plus facile que quand on te dit non finalement à un objectif que tu vises, mais pour lequel tu n'as aucune idée par quel moyen tu vas l'obtenir. Là, le gars, il propose des projets pour lesquels il a bossé comme un fou et on lui dit juste non, recommence, mais de zéro, quoi. Je trouve ça hyper dur et hyper inspirant en même temps. Et ça te montre à quel point pour atteindre ton objectif, tu vas devoir détruire ce que tu as construit. C'est ça le plus difficile, c'est accepter que tu construises quelque chose qui n'est pas la chose sur laquelle tu vas peut-être construire ton empire, mais peut-être rien du tout, comme peut-être les fondations, comme peut-être juste, comme on l'a vu tout à l'heure, un élément de ce que tu as fait va te servir pour la suite. Parce que dans Wanted, il va récupérer les avis de recherche. Après, il est possible que dans les 2 mangas là, qu'il vient de dessiner, il va encore récupérer des éléments. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que ça ne sera pas ces mangas-là qui seront à l'origine de sa réussite. Là, maintenant, on va continuer. Juste une petite parenthèse qui est hyper importante. Je t'incite réellement à aller voir la vidéo originale parce que j'ai coupé tous les passages sur les mangas, etc. Donc, ça ne ressemble en rien au travail qu'a pu faire le youtubeur qui est excellentissime. Moi, j'ai regardé la vidéo, elle est vraiment géniale. J'ai pris ce qui m'intéressait moi pour le podcast pour te montrer à chaque fois voilà, les mentalités que peuvent avoir ces personnalités, les démarches intellectuelles. Maintenant, là, après, on passait sur une phase où on parlait des mangas, de ce qu'ils contenaient avec les personnages et tout. C'est pas mon sujet, c'est son sujet à lui. Donc, tu vas sur Luphilosophe, la chaîne YouTube Luphilosophe, et c'est l'histoire folle de Eiichiro Oda, l'auteur de One Piece. Ça, c'est le vrai titre de la vraie vidéo que je t'incite à aller voir. On continue. C'est pourquoi ces 2 œuvres seront publiées respectivement dans le Monthly Jump et dans le Shonen Jump Spring Special. Cependant, pour encore progresser, Oda devait être baigné dans le monde du manga. C'est ainsi qu'en 1994, il prit une des plus grandes décisions de sa vie. Il décide de quitter son cursus à l'université de Kyushu et rentre dans l'industrie du manga en tant qu'assistant pour des auteurs ayant leur manga publié dans le Shonen Jump. En conséquence, à 19 ans, il quitte alors sa ville natale de Kumamoto pour se rendre dans la capitale, Tokyo. 2 choses à la fois importantes, à la fois à bien différencier parce que n'impliquant pas les mêmes conséquences et surtout n'impliquant pas non plus le même engagement. Quel est à ton avis selon toi entre l'arrêt des études et le déménagement le fait et le plus marquant et le plus impactant dans la vie de Oda? Alors, de mon point de vue, et ça n'engage que moi, ce qui est le plus impactant et le plus marquant pour la vie de Oda, c'est le déménagement. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que tu oublies qu'il a 19 ans au moment où il arrête ses études et qu'à cet âge-là, l'âge étant en sa faveur, eh bien, il va pouvoir, si je puis dire, entre guillemets, perdre du temps, prendre des risques pour justement tenter des choses au niveau professionnel. Il prend, à mon sens, la meilleure décision de sa vie. Décision que j'aimerais souligner que tu peux prendre lorsque tu m'écoutes ou peu importe l'âge que tu as. Maintenant, il faut bien mesurer effectivement l'âge que tu as, tes possibilités et le temps que tu peux encore perdre. Il est évident qu'à 30 ans, tu n'as pas autant de temps à perdre qu'à 40. À 40, tu en as encore moins à perdre qu'à 50, etc., etc. Mais ce genre de décisions qui peuvent paraître anodines, de mon point de vue, elles cachent un trésor que ceux qui arrivent à les prendre, finissent par découvrir. C'est-à-dire que, je vais te le dire autrement, pour moi, il y a une espèce de prime, ou en tout cas une espèce de récompense à ceux qui arrivent à déménager, à se rapprocher de leurs rêves. Ensuite, bon, on est sur quelqu'un qui prend une décision complètement sensée de mon point de vue. Il veut vivre du dessin et donc il va se rapprocher de gens qui dessinent. C'est dit comme ça, ça paraît évident. Mais quand on a des parents derrière qui nous poussent à faire une certaine université pour avoir un certain travail honorable, etc., etc., il y a une certaine pression sociale. Et ce qui est intéressant, c'est que je pense que ça a été plus dur pour lui finalement d'arrêter ses études que de déménager. Déménager n'était finalement, et j'ai envie de dire presque qu'une suite logique de la prise de décision qui, au moment où il l'a prise, a été la plus dure, à savoir j'arrête mes études, je me lance dans le travail de mangaka. Ce qui est, de mon point de vue, lorsque tu grandis, en réalité l'inverse. Et c'est pour ça que tu as besoin de réellement bien réfléchir à, je vais dire ça comme ça, les endroits, enfin la façon dont tu t'installes et la manière dont tu vas gérer ta vie tout le long de ta vie d'ailleurs, parce que plus tu vas t'installer à un endroit, plus tu vas t'engager, plus tu vas mettre en place d'éléments dans ta vie au quotidien, plus ça va être dur pour toi de déménager, de te désengager et de faire machine arrière. Parce qu'en fait,
Ce seront toutes les composantes de ta vie qui feront que tu ne vas pas pouvoir t'en défaire aussi simplement. Et là où certains ont une force considérable par rapport à d'autres, c'est que tu vas avoir des personnes qui ne sont pas attachées à tout ça, qui sont capables de rapidement bouger, changer et modifier finalement leur environnement. Là où d'autres n'arrivent pas à le faire et sont entre guillemets quelque peu condamnés par leur propre choix à rester dans les engagements qu'ils ont pris. Et pourquoi tout ça c'est important? Pourquoi je prends le temps de te parler de tout ça? Parce que ton environnement est l'élément qui te façonne et qui t'influence le plus. Et tu t'en rends pas compte. Donc, je vais te donner un conseil. C'est pour toi, tu feras ce que tu as envie avec tout ça. Bien évidemment, tu veux tirer parti des podcasts que tu écoutes et du contenu que je produis. Dans les podcasts, je pense que je suis assez clair. C'est surtout de l'entrepreneuriat, qu'on le soit aussi quand même. Mais en tant qu'entrepreneur, tu veux évoluer, déménage. Tu ne peux pas déménager, change de cercle, rencontre de nouveaux amis. Mais évolue dans des sphères et des cycles de personnes que tu n'as pas l'habitude de fréquenter et qui t'apportent autre chose que les gens que tu fréquentes tout le temps. C'est pas mal de voir moins certains de tes amis, même les meilleurs, pour rencontrer des nouveaux qui vont t'ouvrir à de nouvelles choses. Et je ne suis pas en train de te dire, et je le répète souvent dans ces podcasts, de fréquenter des gens par intérêt. Je suis juste en train de te dire, comprends que rencontrer des gens, aller vers d'autres personnes, discuter, s'ouvrir, c'est la clé de ta réussite. Donc déménager te force et te contraint à rencontrer de nouvelles personnes parce que tu déménages, il n'y a plus tes amis, donc tu es obligé de te faire de nouveaux amis. D'où les raisons qui font que tu t'émancipes et tu te redécouvres. Mais si tu ne peux pas déménager, tu peux quand même, dans la région où tu te trouves, aller vers d'autres personnes, travailler avec de nouvelles personnes, changer ou modifier des éléments de ton travail pour rencontrer de nouvelles personnes, etc. etc. Oda sera alors successivement l'assistant de 3 grands mangaka. Le premier sera Shinobu Kaitani, auteur notamment connu pour son œuvre Layer Games. Bien qu'il ne fera qu'un mois avec lui car son manga Midoriyama Police Gang touchait à sa fin, le jeune de 20 ans connaîtra sa première expérience dans l'univers d'un mangaka professionnel. En 2007, dans une interview, il dira que lors de son arrivée, c'était la première fois qu'il voyait des planches finales aussi belles, car ce sont des planches avant publication. Cela s'explique par le fait que la Shueisha utilise majoritairement du papier recyclé pour ses magazines, ce qui rend les dessins publiés moins beaux que les originaux. Le second sera Masaya Tokuhiro, et cette fois-ci, Oda passera 18 mois à travailler sur le manga Kappaman. En tant qu'assistant, il a amélioré et développé sa capacité à dessiner des beaux arrière-plans et des foules. Faut dire que comme beaucoup d'autres mangaka, Tokuhiro ne voulait pas trop déléguer aux assistants. Néanmoins, ses travaux lui donneront la confiance pour conceptualiser encore une fois une nouvelle œuvre. Ah bah oui, parce qu'en parallèle de son métier d'assistant, il continue à produire un one-shot bien connu des fans de One Piece appelé Monster, suivant les aventures d'un samouraï, Ryuma, nom qui parle évidemment à tous les fans de One Piece. De plus, Oda confirmera que le Ryuma de Monster est le même Ryuma de One Piece, le célèbre samouraï de Wano, dont le cadavre a affronté Zoro sur Thriller Bark. Monster sera publié dans le Shonen Jump spécial d'automne en 94, ce qui permettra à l'auteur d'avoir encore des retours et des pistes d'amélioration. En 1996, Kappaman atteignit sa fin et Oda sera l'assistant d'un 3e mangaka. Et ce sera le célèbre Nobuhiro Watsuki, l'auteur de Kenshin le Vagabond. C'était à ce moment-là un des mangas les plus populaires du Jump. Et contrairement à son précédent poste, Oda participera plus dans la conception du dessin. Le fait que Watsuki lui laissa la conceptualisation d'un des personnages du manga, Honjo Kamatari, témoigne de la confiance qu'il avait envers le jeune assistant. Tout ce travail lui permet d'apprendre énormément et le rapproche de son rêve de devenir mangaka. Mais ça, c'est plus compliqué que prévu. Après Monster en 1994, la plupart des travaux d'Oda se voyaient être refusés. Il n'arrivait pas à convaincre ses supérieurs. Alors, comment devient-on mangaka? Alors moi, je trouve ça extrêmement intéressant. C'est un processus qu'on retrouve dans de nombreux métiers, même en France, hein. On est un petit peu, j'ai envie de dire, sur le système du mentorat, on peut appeler ça comme ça, le système de l'apprentissage. On va aller faire ses armes auprès de personnes qui sont déjà reconnues et on va donc s'améliorer dans son propre travail pour venir quelque part, au bout d'un moment, atteindre ses propres objectifs. C'est-à-dire qu'à force de travailler pour finalement des gens qui sont déjà en poste et qui ont déjà leur propre manga, eh bien, on est un assistant et au fur et à mesure qu'on s'améliore, on va pouvoir à son tour prétendre à obtenir le même poste que ceux qu'on assiste. Alors ici, ce qui est extrêmement intéressant, je ne vais pas m'attarder sur l'ensemble des choses et que j'aimerais bien que tu notes, c'est 2 points principaux. Le premier,
C'est que pour moi, Oda, il a un rythme, il a une forme, je dirais, d'organisation, puisqu'il a son travail et il continue à faire ses planches à côté. C'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, alors comment je ne sais pas, j'ai pas pu faire de recherche là-dessus, j'ai rien trouvé. Enfin, j'ai fait des recherches, mais j'ai pas trouvé ce que je cherchais. Mais je pense qu'il avait une espèce finalement de quotidien qu'il avait dû organiser d'une certaine manière qui lui permettait, alors peut-être le matin avant d'aller travailler, le soir après avoir travaillé, de faire son boulot d'assistant, puis de travailler sur ses propres projets. Ce qui est intéressant ici, c'est pas de se dire que le mec était une force du travail, c'est pas de se dire qu'il avait une capacité d'adaptation, etc. Non, ce qui est intéressant, c'est que tu dois te dire que pour faire ça, il a forcément sacrifié autre chose. Il a sacrifié du temps libre, il a sacrifié du plaisir. Parce que le soir, peut-être que toi, tu regardes Netflix, comme moi d'ailleurs, j'ai pris le temps de regarder cette série One Piece sur Netflix que je t'invite à regarder, que j'ai apprécié, alors que j'aime pas forcément le manga. Mais lui, en attendant, il ne regardait pas Netflix. Ou en tout cas les dessins animés ou je ne sais quoi. Alors certes, il travaillait dans les dessins animés, il travaillait déjà dans sa passion, mais il ne devait s'accorder que bien peu de temps pour justement pouvoir développer ses projets et avancer dans l'objectif qui s'était fixé. Ce qui m'amène à une question que j'ai à te poser, c'est qu'est-ce que tu sacrifies tous les jours pour avancer sur ton objectif? Qu'est-ce que tu ne fais plus que tu aimerais faire qui te permet d'avancer sur ton objectif? Et il y a beaucoup de gens à cette question qui ne peuvent pas répondre parce qu'en vérité, ils veulent regarder la télé, partir en vacances, profiter de la vie, atteindre leurs objectifs et bien évidemment, ne faire aucun sacrifice. Alors bien évidemment, je ne vais pas aussi mentir là-dessus. Il y a des gens qui arrivent à tout faire en faisant peu de sacrifices et en se débrouillant pour faire travailler les autres, récupérer certaines choses et s'appuyer dessus pour avancer plus vite. Je ne suis pas dupe. C'est-à-dire que j'ai conscience que parmi la multitude d'êtres humains qui peuplent cette planète, on n'est pas égaux vis-à-vis de ça et que certains s'en sortent mieux que d'autres. C'est une certitude et voilà, c'est comme ça. Maintenant, au demeurant, ça fait un moment maintenant que toi et moi on analyse pas mal d'hommes d'affaires, comme là, d'artistes, etc. Et si tu regardes finalement, le schéma se reproduit toujours. Il y a toujours ce moment où tu travailles énormément au point où tu arrives le soir chez toi, tu es claqué, tu dors à cause du travail. Crois-moi, on est beaucoup à penser qu'on travaille beaucoup, on est énormément à croire qu'on a une grosse amplitude horaire, alors qu'en réalité, quand on atteint cette grosse amplitude horaire, on se rend compte qu'on était loin du compte. Et je peux t'en parler, je peux en témoigner. Moi-même, j'ai longtemps cru que je travaillais beaucoup. J'ai encore augmenté ma cadence de travail. Et là, vraiment, je suis claqué. Je regarde très peu de séries pour moi. J'ai très peu de temps pour moi, finalement. Et quand tu arrives à ce niveau-là, tu te dis « Ah ouais, c'est ça, en fait, beaucoup travailler. » Et du coup, tu te rends compte qu'il y a peu de place pour autre chose, que tu dois bien réfléchir à ce que tu mets dans ta vie et ce que tu enlèves de ta vie parce que tout est timé. C'est pas, on va pas se mentir, hein, ça peut paraître ne pas être la panacée, mais quand on a des résultats, on s'éclate quand même. Donc voilà, il faut trouver un juste milieu, mais réfléchis comme ça. Demande-toi si vraiment tu utilises la moindre minute de ta journée pour ton projet, en sachant que comme tout le monde, toi, moi et comme Oda, à un moment donné de ta vie, dans tes journées, il va y avoir entre guillemets de l'alimentaire et que donc tu vas devoir optimiser le peu de temps qui te reste. Mais rassure-toi, si tu es dans ce schéma-là, normalement tu es sur la bonne voie. Cela va peut-être vous paraître évident, mais pour être mangaka, il faut publier son propre manga. Ce qui veut dire avoir sa série dans un magazine, et le magazine de Eiichiro Oda n'est autre que le Weekly Shonen Jump. Alors vous vous doutez bien qu'être publié dans le magazine Shonen numéro 1 du Japon n'est pas de tout repos. Pour pouvoir être publié dans le Jump, Eiichiro Oda va devoir suivre le même chemin que ses prédécesseurs. Il va d'abord devoir soumettre l'équivalent de 3 chapitres à son responsable éditorial, monsieur Takanori Asada. Bien évidemment, pas sous forme de planche dessinée, mais plutôt sous forme de storyboard, c'est-à-dire sous forme d'ébauche qui représente schématiquement le déroulement de son histoire. Une fois ces brouillons terminés, il les apporte à monsieur Asada. Celui-ci les relit et les corrige avec lui, pour pouvoir ensuite les présenter à son chef d'équipe éditoriale, qui à son tour les soumettra au rédacteur en chef adjoint, qui finalement les montrera au big boss
le rédacteur en chef. Une fois que le rédacteur en chef a donné son feu vert, l'apprenti mangaka peut alors se lancer dans le dessin des nemu, c'est-à-dire des brouillons de planches un peu mieux dessinés que le storyboard. À ce moment-là, Eiichiro Oda ne sait donc pas ce qu'il adviendra de ces planches, mais ce qu'il sait en revanche, c'est que si le Big Boss a donné son accord, il est sûr d'être payé par le magazine pour les faire. Et ça, c'est un grand pas en avant vers son rêve, puisqu'il commence à être payé pour la publication de ses planches. Même si cela ne sera pas une partie de plaisir, car quand il reçoit le go de son éditeur, il est encore assistant de Nobuhiro Watsuki. Et donc, comme beaucoup de jeunes auteurs avant lui, il dessine ses nemu sur le peu de temps libre que lui accorde son travail d'assistant. Pouvoir rendre ses planches dans un temps imparti tout en travaillant à plein temps, voilà le genre de rythme qui attend les jeunes auteurs qui voudraient être publiés dans le Weekly Shonen Jump, sorte de baptême du feu permettant de savoir si l'auteur est capable d'assurer le rythme hebdomadaire. Une fois qu'on a fait ses preuves avec plus de 50 nemu rendus dans un temps imparti, l'œuvre passe en réunion éditoriale pour savoir si la sérialisation est possible. Durant cette réunion, on décide quelle œuvre s'arrête et laquelle débute dans le magazine, et ce parmi plusieurs manuscrits proposés. Malheureusement pour Eiichiro Oda, lors de cette réunion, son œuvre sera mise dans la case des pas possible. Pas assez abouti pour en faire une série, cette histoire sera néanmoins assez intéressante pour en faire un one-shot, qui paraîtra dans le Summer Special, une édition d'été du Jump, très fournie en contenu, et surtout en histoire courte de jeunes auteurs. En gros, c'est une sorte de magazine tremplin pour faire connaître les nouveaux talents du magazine aux plus fidèles lecteurs. Eiichiro Oda va donc dessiner et retravailler ses planches pour en faire une histoire complète, qui s'appellera Romance Down, et racontera les aventures de Luffy. Après cette première publication, Eiichiro Oda ne baisse pas les bras. Il continue à se former au métier grâce à son travail d'assistant et retente l'aventure avec toujours le même héros, persuadé qu'il détient là la base d'une bonne histoire. C'est donc de nouveau le même circuit qui s'applique, mais cette fois il est décidé par la direction de tenter un premier one-shot qui sera publié le 23 septembre 1996 afin de prendre la température auprès du public habituel du Jump pour potentiellement sortir une série. Sachant cela, Oda change l'histoire derrière le chapeau de paille pour l'occasion. Non pas qu'il doute de l'histoire emblématique derrière le chapeau de paille, bien au contraire, c'est parce qu'il veut absolument la garder qu'il change. En effet, quoi qu'il arrive, il sait que ce chapitre ne deviendra jamais une série. Ce n'est qu'un pilote qui permettra d'avoir l'avis du public avant de vraiment démarrer. C'est pour cela que dans ce one-shot, c'est Garp qui transmet le chapeau de paille à Luffy. Alors justement, Oda sait que ce n'est pas le début de One Piece et qu'il sait déjà que One Piece démarrera par la transmission d'un des plus gros emblèmes du manga par Shanks le Roux. 3 choses dont on doit absolument prendre le temps de s'arrêter et de discuter parce qu'elles sont hyper importantes. La première chose, c'est le livre Jump, donc qui retrace souvent des shonen. Tous les grands fans de manga connaissent ce magazine qui a lancé quasiment tous les grands mangas connus au monde. On va parler de monde, hein, parce que si au départ la France faisait partie des pays qui étaient les plus, comment dirais-je, consommateurs de mangas, aujourd'hui les mangas sont consommés dans le monde entier. Bref, Jump, c'est une société, donc c'est une société d'édition. On est dans un monde qui s'est extrêmement numérisé et pourtant, et je trouve ça extrêmement intéressant au point qu'il faille qu'on en parle ici, tu remarqueras que les rouages de ce magazine n'ont pas changé depuis des dizaines et des dizaines d'années et surtout que les rouages sont tellement bien faits qu'en fait, qui a les rênes du magazine? Il y a effectivement une ligne éditoriale, des directions des éditeurs en chef, etc. Enfin bref, tout ce qu'on peut attendre d'une société et de son organisation telle qu'on l'imagine, mais ce que je trouve hyper intéressant, c'est que ce sont les lecteurs qui votent. Et c'est là où, toi qui m'écoutes, j'espère que, je ne sais pas d'ailleurs quel est ton projet, mais peu importe, ce qui compte, c'est pas toi en fait. Tu veux être investisseur parce que tu veux être rentier et vivre de tes rentes sans rien faire, mais je suis désolé de te dire, si c'est ça ton projet, tu n'as rien compris. Tu veux, j'en sais rien moi, être riche pour mettre ta famille à l'abri, je suis désolé, pareil, tu n'as rien compris. En définitive, quand tu crées une entreprise, même quand tu es rentier, la vérité c'est que ce que tu vas proposer est au service de ceux à qui tu vas le proposer. Donc, si tu ne construis pas un système autour de tes clients, et que ce soit un locataire ou un client, c'est la même chose, c'est autour d'eux que tu dois le construire, ça ne marchera pas. Et ce qui est à noter ici, que je trouve hyper intéressant, c'est que Jump traverse
non seulement les décennies, mais en plus les technologies qui sont aujourd'hui omniprésentes et dures enfin, il est difficile d'y résister. On pourrait croire qu'aujourd'hui Jump, ça s'est numérisé. Pas du tout. Le système reste le même et les mangas continuent de conquérir le monde de la même manière. Et d'ailleurs, fait amusant, je tiens à te le dire, là où lorsque le livre numérique est arrivé, tout le monde a cru que c'était la fin du livre papier. Il faut savoir qu'on n'a jamais autant vendu de livres papier. Parce que moi le premier, on aime toujours autant lire un livre dans les mains. Et moi, je n'ai pas du tout envie d'avoir un téléphone pour lire. Et d'ailleurs, je vais même te dire, c'est mon opinion personnelle que je te partage ici, mais c'est même l'inverse qui est en train de se produire. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. On est tellement numérisé que ça fait du bien de lire des livres papier. Je me sens un peu décollé des écrans. Même c'est presque, tu vois, c'est presque une retraite numérique quand je lis mes livres. Et comme j'en lis régulièrement, c'est le top. Donc, je t'invite à lire des livres pour te décoller des écrans. Des écrans, il n'y a rien de mieux. Et en plus, ça nourrit ton esprit. Et en plus, tu le sais, j'écris des bouquins. Donc, devenir riche sans argent, tu tapes riche sur Amazon. Ou alors, survivre à une crise financière. Et normalement, tape-le dans les prochains jours, tu tapes crise financière et normalement il apparaîtra. Normalement. Je mets des guillemets parce que j'ai des problèmes en ce moment. Enfin, on a des problèmes, c'est pas moi directement, mais on va s'en sortir, n'est-ce pas? Donc Jump, c'est vraiment une institution au Japon et c'est une institution que je trouve intéressante pour toi en termes d'approche commerciale vis-à-vis des clients. Je t'invite à t'en inspirer. Le client n'est pas simplement un client, il a un vote qu'il peut transmettre facilement à la société et qui lui permet aujourd'hui de choisir les mangas qui restent, qui sortent. Et eux, en fait, c'est hyper intéressant aussi, ça leur donne tout de suite la température des mangas qui vont marcher et de ceux qui ne vont pas marcher. Bref, une entreprise à laquelle je t'invite à t'intéresser qui est exceptionnelle. Maintenant, concentrons-nous sur le point suivant, à savoir le fait qu'il y ait quand même une énorme barrière à l'entrée. Je t'en ai déjà parlé tout à l'heure, je vais commencer par là, mais ce n'est pas là où je veux en venir. Mais je suis obligé de le remettre sur la table, tu vas comprendre. Une énorme barrière à l'entrée qui est que finalement, il faut être assistant mangaka pour pouvoir remplir les conditions nécessaires à devenir mangaka. Et en plus, il faut rendre entre guillemets ton travail en parallèle du travail que tu exécutes déjà, ce qui fait une énorme barrière à l'entrée qui n'est pas financière. Et c'est là où je veux en venir. Ce que je trouve hyper intéressant dans le processus qu'on est en train de regarder, c'est qu'à aucun moment, il est question d'argent en fait. L'argent va rentrer en ligne de compte. T'inquiète pas, ça arrive. Mais pour l'instant, il n'est pas question d'argent. Il y a un chemin qui est extrêmement dur, qu'on est en train de te décrire. Et finalement, sur ce chemin, le vrai problème n'est pas financier. Et ce que je trouve d'autant plus intéressant, c'est que je suis certain qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas capables d'emprunter ce genre de chemin de par la difficulté et non pour le prix. Je m'explique et tu vas comprendre. En gros, là, on parle d'une façon de travailler ou plutôt d'un système de travail qui rapporte à l'arrivée, lorsque l'auteur est connu, des millions et des millions dans la monnaie que tu as envie parce qu'on parle de quelque chose de scalable, donc qui se scale à l'échelle mondiale et que donc il est facile de comprendre que les droits d'auteur pour Oda à aujourd'hui sont colossaux et que du coup, si tu arrives au bout du process, la fortune est garantie. Et ce qui est, je trouve, extrêmement, encore une fois, intéressant, indépendamment du fait que Oda a commencé à dessiner très jeune. Moi, j'ai dessiné très jeune. Je pense que j'ai un bon coup de crayon que je n'ai pas entretenu, mais que j'aurais pu entretenir. Ce qui est extrêmement intéressant, du coup, c'est que là, il n'est que question de travail. Je te le dis, tu l'entends, tu le constates, tu bosses. Et au bout d'un moment, il y aura un résultat. Et l'argent n'est pas du tout en ligne de compte. Et des trames de richesse comme celle-ci, il y en a plein. Alors la question que j'ai à te poser, c'est pourquoi il n'y a pas plus de personnes qui les empruntent? Pourquoi, quand on te dit, par exemple, autre contre-exemple, qui n'est peut-être pas le meilleur, et j'en suis convaincu, on est d'accord, mais autre contre-exemple qui montre aussi que par le travail, tu peux réussir. Vouloir devenir président de la République. Il y a tellement peu de gens qui veulent devenir président de la République qu'en soi, ça n'est pas très compliqué de l'être. Ça n'est qu'une question de travail après tout. Je pourrais encore te donner plein d'exemples, je ne vais pas tous te les citer, mais je suis désolé de te le dire, par rapport au niveau du salaire français, être président de la République te garantit la fortune. Donc après, tu es d'accord, tu n'es pas d'accord, on pourrait en parler pendant des heures. Ça n'est qu'une question de travail. Alors, je te repose la question, pourquoi tu ne veux pas et ou tu ne peux pas faire ce genre de cursus? Alors, je sais,
Il y en a un je te vois déjà derrière ton volant ou je ne sais pas où tu m'écoutes, mais derrière tes écouteurs en train de te dire « Non, mais tu rigoles ou quoi? Il faut faire l'ENA, ça coûte 200 000 € l'année. » Alors l'ENA, sache-le parce que tu n'es peut-être pas au courant, mais à un moment donné, moi dans ma carrière, j'ai hésité à faire homme politique ou à continuer les affaires. Bon, j'ai choisi de continuer les affaires pour des raisons autres que l'argent, ça paraît évident d'ailleurs. Pour faire l'ENA, en fait, effectivement, il faut donner 200 000 € par an. Mais il faut savoir que l'ENA, en fait, déjà te paye pendant le cursus. Et puis surtout, les postes que tu récupères derrière, une fois que tu as fini ton cursus, te remboursent au centuple. Donc, quand je vois des gens qui arrivent à avoir des crédits maison pour 200 ou 400 000 €, si vraiment tu as un enjeu, ou en tout cas une ambition d'avoir beaucoup d'argent, fais un crédit pour aller à l'ENA avec un différé le temps de tes études. Et quand tu sors, tu rembourseras à la banque. Je veux dire, si tu arrives à avoir l'argent pour une maison, tu arriveras à l'avoir pour des études dont tu peux prouver facilement à ta banque que tu vas réussir à rembourser le prêt une fois l'étude bouclée. D'autant que les banquiers savent que si tu fais l'ENA, tu pourras rembourser. Donc tu vois, ce que j'essaye de te montrer, c'est qu'il n'y a rien qui soit impossible pour personne de mon point de vue. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec ça, mais ça reste de mon point de vue. Finalité des finalités. Ce que j'essaye de te montrer ici, c'est juste que en fait, les cursus qui amènent un certain résultat, on les connaît tous. Par contre, on est très peu à s'y engager. Ce qui veut dire que soit, en fait, on veut une certaine fortune, mais au travers d'une certaine facilité. Autrement dit, et là je m'adresse à la majorité des Français qui ne m'écoutent pas bien sûr, mais je m'adresse quand même à eux, eh bien, je veux devenir riche en jouant au loto. Et du coup, c'est un jeu, et du coup, bon, plus de discussion. Soit, comme moi, et je sais que si tu es là, tu en fais partie, tu fais partie de la famille des investisseurs qui sont aussi des entrepreneurs. Et dans ces cas-là, il suffit juste de penser différemment. Qu'est-ce qui fait la fortune des mangaka? C'est entre autres le fait qu'ils sont dans des business scalables. Ils font un travail colossal pour faire un tome, mais ils peuvent vendre leur tome de manga 1 million de fois dans le monde. Une fois que le tome est fait, ne tient qu'à eux de le faire connaître et de le développer pour qu'il soit connu dans le monde. Il te suffit simplement, non pas de devenir mangaka, mais de dupliquer le process dans ton métier, donc de scaler ton activité, de permettre à ce que dans ton métier, tu puisses démultiplier comme ça un seul de tes boulots pour atteindre le même résultat. Bon, c'est presque aussi simple que ça, sauf que j'ai quand même conscience que c'est compliqué à mettre en œuvre, rassure-toi. Mais si tu comprends le principe, je ne suis pas inquiet, tu vas trouver. Maintenant, il reste le dernier élément que je voulais souligner ici, que je trouve extrêmement intéressant, c'est que Oda, il a rempli toutes les conditions. Et surtout, tu l'as noté je pense, ça y est, il a trouvé son histoire à laquelle il se raccroche. C'est-à-dire que là, dans le process, il arrive à un moment où il découvre le chapeau de paille de lui-même, c'est-à-dire que c'est sa propre découverte, c'est son auto-création, la création de son œuvre, et il le sent. Ça fait tellement longtemps qu'il est dans le business, ça y est, là je tiens quelque chose, je tiens une histoire que j'ai écrite, je tiens aussi un personnage, enfin bref, je tiens ce qui va faire de moi ce que je serai. Il s'y raccroche et pour autant il galère, il a des refus, mais il ne lâche pas. Et ce trait de caractère, tu le retrouves tout le temps. C'est-à-dire que quand tu as trouvé ce que tu voulais faire, tu ne lâches pas jusqu'à trouver le chemin qui te conduira à l'objectif. Et ça, je te le dis à chaque fois. Et comme je te dis à chaque fois, je peux que te le montrer. Je ne peux pas le faire à ta place. Et il y a un dernier élément qui est quand même essentiel à tout ça. C'est juste dans ton fort intérieur que tu vas ressentir, comme Oda l'a ressenti avec One Piece, le fait que ça y est, tu tiens l'histoire. Et ce que je trouve extrêmement intéressant que je peux te dire là, c'est que une fois qu'il a découvert, entre guillemets, son univers, il va venir plugger les autres mangas de ces autres univers à l'intérieur et il va finaliser la construction parfaite de One Piece. Ce qui veut dire qu'une œuvre ne se fera jamais en un jour, mais une œuvre, elle est faite de l'ensemble de la vie de son auteur. Et ça, je te garantis que tu dois t'en inspirer, surtout si tu veux atteindre des sommets. Après ce one-shot qui marchera plutôt bien, Eiichiro Oda pensait sa série imminente. Mais finalement, cela va prendre plusieurs mois. La raison, déjà, il doit quand même présenter l'équivalent de 3 chapitres sous forme de Nemu pour la réunion éditoriale. Et ça prend du temps à faire. Mais surtout, il va se voir refuser à 3 reprises la sérialisation, ce qui lui demande à chaque fois de refaire ses planches. Et si les premiers refus sont justifiés de par le titre non défini, passant de Romance Down à Luffy no Matabi Mono, c'est-à-dire le voyage de Luffy, ou encore de par le scénario manquant de fil conducteur, le synopsis se résumant à Luffy arrivant dans un village, sauvant la situation pour finalement répéter ce schéma à chaque chapitre, le jour de la 4e réunion éditoriale, il n'y a pas de raison particulière pour un refus. L'apparition de Shanks dès ce premier chapitre permet de bien cerner le héros et l'introduction du départ donne un objectif principal clair à notre protagoniste au chapeau de paille, créant du lien dans l'œuvre et donnant surtout un titre à la série, One
Piece. Néanmoins, sur les 4 intervenants présents à la réunion éditoriale, 2 ne sont pas convaincus. Et parmi eux, Kazuhiko Torishima, le Big Boss. Le rédacteur en chef du magazine et ancien éditeur de légende, qui a aidé à faire éclore Wingman, Video Girl Eye, Dragon Quest, La Quête de Dai ou encore Dr. Slump et surtout Dragon Ball, ne croit pas vraiment à cette histoire, qu'il trouve mal organisée, ni en ce héros qui étire ses bras, le genre pas assez cool. Dur pour quelqu'un comme Oda qui a voulu commencer le manga grâce à Dragon Ball de se voir refuser sa série par son ancien éditeur. Fort heureusement, grâce à l'insistance de Masahiko Ibaraki et Hisashi Sasaki, qui deviendront chacun leur tour rédacteurs en chef du Weekly Shonen Jump, One Piece sera accepté à cette 4e réunion. Victoire donc pour Oda et Asada. Et quand Oda apprend cela et voit Monsieur Torishima, il lui fait promettre de dire Gafune si One Piece se vend bien. Les deux hommes se recroiseront plus tard quand One Piece aura un énorme succès, mais nous reparlerons de cela plus tard dans la vidéo. Bref, One Piece n'a pas eu un lancement si facile que cela, et ce sera pareil pour ses débuts. Je sais pas si tu te rends compte, mais comme ça a été précisé, il accouche donc de son bébé, et là on lui fait recommencer, et encore recommencer inlassablement. Alors d'un côté ses planches, puis il y aura 4 réunions pour qu'il arrive finalement enfin à avoir sa série. C'est ce qu'on appelle un accouchement difficile. Et c'est là que tu vas devoir faire preuve de pugnacité, que tu vas devoir faire preuve de courage. Parce que Oda finalement croyait dans son personnage, croyait dans son manga. Il était convaincu de tenir quelque chose d'intéressant. Et ça, en fait, personne ne peut t'apprendre ou te montrer comment faire pour arriver à ce type de croyance. En fait, comment d'ailleurs? Moi, je vais essayer de t'expliquer et te donner ma modeste explication, mais je ne suis même pas certaine qu'elle explique tout. Pour moi, en fait, ça n'est que le fruit de son expérience et finalement les années de pratique qui lui ont fait se dire « Là, j'ai quelque chose dans les mains qui vaut la peine ». Et d'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse et un petit parallèle puisque j'écris des bouquins et je vais quand même te le dire. Parfois, on me demande, et moi, tu sais, je ne suis pas le genre de personne qui te fera une formation pour t'apprendre à écrire un livre. Je n'ai absolument pas vocation à faire ça. Je préfère parler de choses librement comme celle d'écrire un livre et avoir mes formations dans l'immobilier où là, c'est vraiment mon métier, plutôt que faire l'inverse, même si je vends des livres et que ça fonctionne. Bref, quand j'écris mes livres, et on me le demande, des fois, on me fait comment tu fais pour écrire un livre? Je les écris. Et puis je les réécris, et puis je les réécris, et puis je les réécris comme ça des dizaines de fois, et jusqu'à en vomir en fait. Je te promets que c'est vrai, il y a, en termes de correction, et d'ailleurs, bon voilà, ma mère pourrait te le dire, ma femme pourrait te le dire, les personnes qui travaillent avec moi pourraient te le dire, c'est insupportable comment je suis à la fin, tellement je ne peux plus blairer mon bouquin, et parce que je le réécris jusqu'à ce que d'abord moi je puisse plus le blairer, mais surtout jusqu'à ce qu'il soit compréhensible par tous, et que j'atteigne un point de non-retour où je me dis, ce livre-là que j'ai dans les mains, le livre final, n'a strictement, mais alors rien à voir avec la première version. Tu prends mes ordinateurs, tu vas dans les dossiers écriture et tu regardes les bouquins, la V1 et la V10, la V12, la V13 ou la V14, tu compares la dernière version avec la première et tu te dis, mais c'est pas possible en fait. Et sincèrement, dans tout ce que tu vas faire, je pense que c'est parfois ce qui nous énerve le plus, qui nous amène les plus grands résultats. Et je pense, malheureusement, que c'est un chemin quasiment obligatoire pour atteindre, j'ai envie de te dire, un certain point dans la réussite que tu vises. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas l'entendre. Ma grand-mère me répétait toujours, faire et refaire, c'est travailler. Et je crois vraiment à cette phrase, j'ai mis longtemps à comprendre, parce que faire, on sait tous le faire, refaire, on y arrive une fois, mais refaire inlassablement jusqu'à ce que le travail de départ n'ait plus rien à voir avec le travail d'arrivée et de sorte que le produit final soit le maximum de ta capacité, ça, c'est pas donné à tout le monde et c'est ce qui parfois crée des écarts entre ceux qui vont avoir ce qu'on peut appeler des réussites arrogantes et ceux qui vont avoir une réussite tout court. Entre nous, bon voilà, Oda et One Piece, tout le monde connaît aujourd'hui, mais quand tu vois ce par quoi il est passé pour en arriver là où il est arrivé, il y a beaucoup de gens qui auraient abandonné avant. Et puis de toute façon, tu vas voir, là on arrive au bout d'un process, mais comme souvent c'est le cas, quand tu arrives à la fin d'un process, tu rentres dans un nouveau processus qui parfois
est plus compliqué que le précédent. Vous l'avez donc compris, Oda a dû faire face à 3 rejets avant de recevoir un avis favorable en mai 1997. Il quitte alors son poste d'assistant de Nobuhiro Watsuki et devient un mangaka du Shonen Jump. Mais attention, cela ne veut en rien dire que tout est fait et que le chemin est tracé. Le magazine fonctionne par le système de notation des lecteurs, et trop de mauvaises notes pour un nouvel arrivant signifie souvent l'annulation de sa sérialisation, soit la fin de l'œuvre. C'est l'exemple de Red Sprite en 2016, un manga qui n'aura duré que 13 chapitres. Pourtant très populaire sur les sites de lecture en ligne, le manga n'aura pas convaincu les lecteurs du Jump. Oda a alors 10 chapitres pour convaincre les lecteurs, donc il faut marquer le coup dès le premier chapitre. Et on peut dire que ça a été le cas. Avec Asada, le travail qu'Oda avait déjà réalisé précédemment sera condensé en 8 chapitres. Il y aura 7 chapitres pour l'arc d'introduction, et à partir du 8e commence le premier vrai arc, Orange Town, dans lequel sera introduit Baggy, l'antagoniste préféré de l'auteur. D'ailleurs, à la base, Zoro devait être membre de l'équipage du clown, en tant que garde du corps. Durant ces 10 premières semaines, One Piece aura des débuts poussifs. S'ensuivent les semaines 12 à 30 où One Piece ne finira jamais plus bas que 3e. Pareil pour la 37e à la 52e semaine. Après donc un an, on peut le dire, One Piece est un pari gagnant. Le rêve d'Oda est accompli. Il est enfin un mangaka confirmé. À ce stade, donc, le manga sort, il n'y a pas grand chose à dire. Toutes les années de galère lui permettent finalement de rapidement mettre en place son manga et de séduire le public. Et c'est pour ça qu'on te dit souvent d'ailleurs que le chemin a plus d'importance que le résultat. Parce qu'en définitive, c'est cette expérience que tu accumules qui, lorsque tu vas en avoir besoin, te permettra de marquer la différence. Et je voudrais juste faire une parenthèse ici sur la chance. Tu sais, on te dit souvent dans le business, il faut avoir de la chance, et c'est vrai. Moi, je fais partie des personnes qui croient en la chance. Je pense qu'on a tous à un moment donné de la chance. Par contre, ces chances qu'on a dans la vie, elles se présentent à nous. Il y a plusieurs facteurs qui vont faire que tu vas saisir cette chance qui se présente à toi ou pas. Et parmi ces facteurs, il y a le travail. Je m'explique. Des fois, tu as des opportunités que tu ne mesures pas parce que tu viens d'arriver, tu es sur un nouveau marché et donc tu ne te rends pas compte qu'en fait, tu as eu de la chance, mais t'es passé sous le nez. Et là, je te parle d'une chose que j'ai vécue. Et du coup, tu te mets à bosser dans ce nouveau domaine et à un moment donné, une nouvelle chance se présente à toi que là, tu vas cerner immédiatement, que tu vas saisir parce que tu l'as déjà vécu. Parce que tu as passé des années dans ce métier et tu commences à comprendre les rouages. À force de travail, il va se produire des choses en toi qui sont tout à fait logiques, qui vont te permettre de détecter des instants de chance, de détecter des opportunités, de détecter finalement des talents aussi, des personnes avec qui travailler. Et quand tu vas détecter tout ça, tu vas saisir ces opportunités plus facilement qu'une personne qui vient d'arriver parce que justement, tu as la capacité et le recul nécessaire pour être en mesure d'être au bon endroit au bon moment. Donc certes, la chance, elle existe, mais le travail te permet d'en profiter. Donc bosse en fait, c'est tout. Pour autant, est-ce le début de la belle vie pour le natif de Kumamoto? Eh bien pour répondre à cela, il faut expliquer le coût que cela demande d'être mangaka. S'il est vrai que la popularité de One Piece est assez fulgurante, la rémunération, elle, va mettre un peu plus de temps à suivre. Et pour comprendre pourquoi, faisons le récapitulatif de tout ce qu'a gagné Eiichiro Oda jusqu'à cette première année de publication. Premièrement, il y a eu ces one-shots, pour lesquels le magazine l'a payé à la planche. Par exemple, pour Romance Down, on était aux alentours de 1500 € payés par le magazine. Néanmoins, pour faire ces planches, le dessinateur doit acheter son propre matériel. Encre, pinceau ou encore planche vierge sont autant de ressources qu'il faut racheter régulièrement pour pouvoir dessiner. Si l'on retire donc à ce qu'il a gagné les dépenses de matériel qu'a dû faire Eiichiro Oda, on arrive donc à 1100 €. Ironiquement, il aura donc moins gagné avec cette ébauche de One Piece qu'avec Wanted, puisqu'en tant que l'un des 3 semi-gagnants du prix Osamu Tezuka avec celui-ci, il aura gagné un tiers des 1 million de yens qui vont avec, soit 2600 €. Donc, récapitulons. Même si l'on imagine qu'il a été payé de la même façon que Romance Down les 4 one-shots précédents, eh bien cela ne lui aura rapporté que 7000 € sur ces 5 années d'édition de one-shot. Vous comprenez donc pourquoi maintenant, il a travaillé en tant qu'assistant en même temps qu'il faisait ses one-shots. En partie parce qu'il voulait progresser, mais surtout parce que cela lui était vital d'avoir pendant ces 3 années une source de revenus principale, ce qui va durer jusqu'à sa première sérialisation. Pour Oda, la sérialisation est un changement de statut. Il peut résigner son contrat d'assistant et devenir
devenir en quelque sorte mangaka professionnel à l'essai. En effet, quand vous avez votre série au Jump, vous signez 2 contrats. Un d'exclusivité et l'autre de sérisation à durée déterminée. Une sorte de CDD qui sera renouvelé régulièrement en fonction des performances de votre manga. C'est une véritable seconde marche vers son rêve que vient de monter Eiichiro Oda à ce moment-là, car il est assuré d'avoir au moins 2 de ces tomes qui seront publiés. De plus, il voit son paiement par planche doubler. Son rythme de publication étant de 20 planches par semaine, Eiichiro Oda gagne donc maintenant 6 000 € par mois. Et même si on enlève les frais de matériel, il reste aux alentours de 5 400 €. Vous vous dites peut-être alors, chouette, Oda a réussi, son manga marche et il est riche maintenant. Chaque mois, il gagnera plus de 5 000 €. Sauf que cette situation ne va durer que 2 mois, car il est impossible de rendre tous les mois 80 planches quand on est seul. Les mangaka le font au début grâce à l'avance qu'ils peuvent prendre entre leur one-shot et le démarrage officiel, et surtout pour rentabiliser au maximum en cas d'arrêt, qui arrive très fréquemment d'ailleurs. Mais une fois le test des 10 chapitres passés, il faut vite changer de manière de travailler. L'écriture d'un manga est un vrai marathon et il faut tenir la cadence. Pour ce faire, 2 choses sont indispensables. La première, il faut louer un bureau afin d'avoir de l'espace pour travailler, soit facilement un loyer de 1 000 € à Tokyo. Et la seconde chose, est certainement la plus importante, il faut des renforts. 3 assistants, c'est le minimum pour un hebdomadaire. Ils seront payés en moyenne 1 500 € chacun et l'aideront pour tout ce qui est décor, ancrage ou tramage. Et donc après ces 2 premiers mois avoisinant les 5 000 €, c'est maintenant avec un loyer et 3 assistants à payer que Oda se retrouve à jongler. Ce qui fait que ses revenus de 5 000 € passent à rien. Et oui, dans un premier temps, ce qu'offre la Shueisha au mangaka, c'est pile poil ce qu'il faut pour produire le manga, voire même un peu moins. Et ce n'est pas parce qu'ils sont spécialement radins, c'est surtout car il va très vite y avoir une seconde source de revenus pour Eiichiro Oda. Une source de revenus qui est en réalité le véritable salaire de tous les mangaka qui ont une série, les royalties. Pour chaque tome relié vendu par le Weekly Shonen Jump, l'auteur gagne un pourcentage. Dans un premier temps, pour un jeune auteur, ce pourcentage s'élève à 5%. Évidemment, comme pour le prix des planches, ce chiffre est régulièrement renégocié. Et pour vous montrer à quel point cette source de revenus est réellement la plus importante, prenons le simple exemple du tome 1 de One Piece. On estime que 300 000 exemplaires du premier tome ont été vendus durant l'année de lancement, soit sur des tomes à 3,20 € au Japon, Eiichiro Oda aurait gagné environ 48 000 €. Sachant que Oda publie environ 5 tomes par an, et sachant que les tomes continuent de se vendre même après l'année de publication, vous voyez tout l'avantage de cette méthode de rémunération. Une fois publié, l'argent que donne le magazine au mangaka est là pour payer les dépenses courantes. Là où les auteurs de manga gagnent vraiment de l'argent, c'est avec la publication de tomes. C'est pour cela que beaucoup cherchent à publier une série qui s'inscrit dans le temps. Et c'est aussi pour cela que dans le milieu de l'édition shonen, on dit qu'un auteur ne se rend compte qu'il est publié qu'une fois ses premiers tomes vendus. C'est là qu'il reçoit sa première paye de royalties et c'est à ce moment-là qu'il obtient une vraie stabilité, pour ainsi, au fur et à mesure, investir dans de meilleurs locaux, du meilleur matériel, ou encore faire grandir son équipe, au rythme où grandissent ses rêves. Donc là, on est dans le vif du sujet, je trouve que c'est hyper intéressant. On commence par le point le plus ironique, effectivement, de la situation, c'est-à-dire que Wanted, son finalement première ébauche de manga de concours, lui a rapporté plus que tout ce qu'il a fait ensuite, parce qu'il a gagné le concours et qu'à ce moment-là, il était sur un concours particulier. Enfin bref, on va pas rentrer dans ce truc-là, c'est pas très intéressant, simplement assez ironique. Parce que finalement, tu te rends compte que depuis tout à l'heure, tu suis une histoire, que dans ton esprit, tu as suivi une certaine chronologie financière avec cette histoire, en t'imaginant à tort que l'argent a suivi finalement l'ascension du protagoniste Eiichiro Oda, ce qui n'est absolument pas le cas, comme c'est très souvent le cas d'ailleurs dans toutes ces histoires-là, comme tu t'en rends compte. Revenus inégaux et finalement une situation proche de ce que connaissent tous les entrepreneurs qui créent leur entreprise. Je trouve ça excellentissime. Digne quelque part d'un film, parce que c'est vrai qu'on ne s'attend pas lorsqu'on parle d'argent à ce que sa première ébauche soit celle qui lui est le plus rapportée. Bon, on en vient au contrat d'édition. Les contrats d'édition, c'est ça. C'est pour ça que moi ça me fait rire quand on me dit oui, tu fais fortune avec ton livre. Ben, en fait, un auteur gagne 1 € par livre. Donc tu n'écris jamais un livre pour de l'argent. Alors bien sûr, on est d'accord, quand tu as écrit Harry Potter, 1 € par livre, ça te rend riche. Mais je vais te dire un truc, moi quand j'ai vu les chiffres de cette vidéo, ça m'a poussé à la faire. Quand tu vois que le mec il vend 300 000 exemplaires du premier tome, mais c'est incroyable. Moi j'aurais rêvé vendre 300 000 exemplaires de mon livre. La première année, et je vais parler simplement de mon livre pour te donner une espèce d'échelle, et j'ai même pas la première année. Parce que la première année je l'ai vendu en pré-vente, j'ai dû même en vendre plus finalement la première année de sortie que la deuxième année. Je vais te donner il est sorti en 2019 mon livre. Et je vais te donner l'année 2020.
J'ai devant les yeux l'année 2020, l'année 2021 et l'année 2022. Voilà, j'ai ces 3 années. Donc, je vais te donner les chiffres et tu vas voir, on est très très loin du compte. La première année, on a vendu 186 livres au total. Ça représente la vente de livres. Hein. Ça représente 4651 € de chiffre d'affaires de vente de livres. Là-dessus, il faut payer Amazon, l'éditeur, enfin tous les papiers. Et derrière, en tant qu'auteur, comme un auteur pas connu, tu vas avoir, comme c'est dit en France, les contrats d'édition pour des auteurs peu connus, ça oscille entre 5 et 10% quand tu es édité. Et après, selon comment tu fonctionnes, ça peut être plus ou ça peut être moins, sauf si tu t'auto-édites. Donc ça, c'est la première année. Donc 186 livres commandés et 187 livres achetés. Bon, il y a eu un écart de 1, ne me demande pas si c'est les chiffres que j'ai devant les yeux. En 2021, 212 livres vendus. C'est une progression, mais c'est pas ouf. 5271 € de chiffre d'affaires. Magnifique. Vraiment, j'ai envie de te dire, c'est la richesse. Je gagne plus d'argent avec un seul de mes loyers, tu vois. Donc voilà, enfin, certains de mes loyers. Beaucoup plus. 2022, 345 livres. Et alors 345 livres commandés, 346 livres achetés. 8600 € de chiffre d'affaires. Bon, après, je ne vais pas te faire une multiplication par 1 €. Je pense que tu sais le faire et que c'est assez clair. Donc voilà, ça te montre que l'édition d'un livre et d'une BD, et peu importe, c'est extrêmement compliqué. Et que pour arriver à en vendre, il faut s'accrocher, quoi. Tu vois, c'est pas un truc facile. Donc, Eiichiro Oda qui arrive à vendre 300 000 livres la première année, c'est colossal. Ce qui est encore plus intéressant maintenant, on va passer à la deuxième partie, c'est que donc ils ont un contrat d'exclusivité et en parallèle un contrat à la fois de paiement d'avance. Donc il faut savoir que ça aussi dans le monde du livre ça existe. On peut te dire, ben voilà, je te donne 20 000 € d'avance sur l'écriture de ton prochain livre. C'est un cachet d'avance d'écriture. Donc il va venir en déduction de tes ventes futures. Et en parallèle, tu vas quand même toucher tes droits d'auteur, déduction faite de la vente de tes livres. Plus tu vends de livres, plus tu vas pouvoir négocier ce genre de cachet et plus tu peux avoir des commandes carrément de livres par un éditeur. Dans le cadre de Oda, donc, il a environ 5 400 € par mois finalement qui correspondent à une espèce de salaire, mais qui, comme ça a été précisé, n'est pas un salaire. À la fin, quand il a payé tout, donc le loyer, les assistants, les 3 assistants, ces 5 400 € font qu'il est à découvert de 100 €. C'est-à-dire que quand il a tout payé, il perd tous les mois 100 € par mois. D'où le besoin que les auteurs de manga et de shonen, appelle ça comme tu as envie, ont finalement d'avoir des royalties sur les ventes de livres parce que c'est ça qui les fait vivre. Sinon, ils sont à perte. Et là, ça te montre plusieurs choses intéressantes. C'est que d'abord, c'est vraiment de l'entrepreneuriat. Tu fais vraiment une avance sur quelque chose qui doit arriver ensuite. Mais surtout, et c'est vraiment sur ce point-là pour moi que c'est extrêmement intéressant, à ce stade, même si Oda, il a tout signé et que maintenant on connaît la suite de l'histoire, il a réussi, n'importe quel mangaka qui a ce premier contrat, comme ça a été précisé, n'a aucune garantie que ça continue. Pour plein de raisons, le manga peut s'arrêter en plein milieu, perte d'intérêt des lecteurs, ras-le-bol de l'auteur, enfin, il y a plein de raisons, même un accident. Je veux dire, demain, ce mec-là, il fait ce bouquin, il a un grave accident, ça s'arrête en fait. Ça ne peut pas continuer sans lui. Alors, pas s'il a effectivement des assistants à qui aujourd'hui il a donné des directives, mais tu comprends ce que je veux dire. En gros, là où moi j'essaye de t'emmener dans cette réflexion, c'est de te montrer qu'on est sur des revenus très peu, très peu garantis. Et c'est le cas de tous les entrepreneurs, de tous les hommes d'affaires, de tous les artistes, etc. Mais même de tous les salariés. L'erreur que commettent les salariés spécifiquement en France, c'est de croire que leur revenu est éternel. Raison pour laquelle une personne comme moi existe et n'a de cesse de te dire « investis ». Achète des livres, achète mes livres pour te cultiver financièrement, pour apprendre, pour comprendre que tout ça, c'est une nécessité absolue. Que si jamais tu n'anticipes pas les aléas de la vie, boum, ça s'arrête net. Et là, tu as un mec. Alors là, on est au Japon. À mon humble avis, ils n'ont pas le même droit social vis-à-vis des salariés qu'en France. Parce que de toute façon, la France, c'est unique au monde, le système français. Mais tu comprends ce que je veux dire ? Malgré qu'on puisse penser ce qu'on a envie, il y a quand même des licenciements à opérer et au demeurant, personne n'est à l'abri à aucun moment dans sa vie d'avoir un accident et du coup de ne plus pouvoir continuer à travailler. C'est pareil pour un artisan, un paysagiste, enfin quasiment tout le monde, même un médecin qui gagne extrêmement bien sa vie. Demain, il a un accident de voiture, il se fait broyer les deux mains,
terminé. Le revenu s'est envolé, il ne peut plus opérer le mec. Et là, il fait quoi s'il n'a pas placé son argent? Donc tu dois avoir cette réflexion qui est de toujours te dire, ok, aujourd'hui je gagne, mais si demain je perds, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Si tu n'as pas de réponse à ma question, tu as un sérieux problème, mec. Par contre, si tu as la réponse, tant mieux pour toi. Mais tu comprends ce que je veux dire. Voilà. Donc, moi, je trouve ça extrêmement intéressant de voir que l'approche du truc, elle est déficitaire, qu'il y a nécessité d'avoir une réflexion et qu'il n'y a aucune preuve que ça va marcher, même si tout est là et que tout paraît être bon et tous les feux sont ouverts. À tout moment, ça peut basculer. Et ne crois pas que ça arrive qu'aux autres. Ça peut arriver à tout le monde. Donc, moi, je pense qu'il faut toujours rester sur ses gardes et qu'il faut préparer les moments où on va avoir des problèmes. Pour sa première année, One Piece se hissera dans le top 10 des mangas les plus vendus, avec à peu près 268 000 tomes. Lors de la sortie de son premier tome, le 24 décembre 1997, Oda et Asada passèrent la journée entière dans une librairie pour voir qui serait le premier acheteur du tome de One Piece. Et ce fut un jeune enfant. En déjouant alors les pronostics de Katsuhiko Torishima, Luffy, le héros élastique, devint un des personnages les plus appréciés des lecteurs de manga. Pour le Weekly Shonen Jump, One Piece est une des licences les plus populaires du magazine. Un phénomène qui ne s'arrêtera pas, car en octobre 99 sort le premier épisode de la Toei Animation, avec la voix inoubliable de Mahito Hoba, le narrateur de One Piece, la première voix entendue. En juillet 2000 sort le premier jeu vidéo One Piece, Becoming Pirate King, sur la console WonderSwan. C'est pourquoi, lors d'une fête de fin d'année, réunissant des personnes du milieu du manga, Torishima alla voir Oda et lui répéta le fameux Gafun, admettant sa défaite, et demanda à Oda s'il était satisfait. C'est surtout Asada qui sera heureux d'entendre ces mots, lui qui est le premier à avoir cru en One Piece et en sera l'éditeur jusqu'au chapitre 177 paru en 2001. C'est en 2009 que le manga réalisera son premier score phénoménal avec 14 millions de tomes vendus. Le monde allait être témoin du début d'une ascension fulgurante. Il faut comprendre ici que, bien évidemment, il a eu des bâtons dans les roues et il a reçu les excuses de l'éditeur qui a édité sa plus grande inspiration, Dragon Ball, dont il a été question tout à l'heure. Et parmi les passages que j'ai coupés, dont je t'incite toujours à regarder la vidéo originelle que j'ai citée plusieurs fois dans ce podcast, bien évidemment, en 2004, Eiichiro Oda a arrêté d'apparaître en public de manière à ce qu'on voit son visage. Donc dans toutes les interviews, à chaque fois qu'on le voit, il y a une tête de Luffy sur sa tête, on ne le voit pas. Et parce qu'en fait, il veut tout simplement ne pas nuire à son œuvre. Il y a beaucoup d'articles qui circulent sur lui, certains disant qu'il en a marre de son manga, d'autres où il dit l'inverse, où il dit qu'en fait, il veut arrêter le truc, mais qu'à chaque fois, il a de nouvelles idées. Donc, bon, voilà. Il y a une espèce de culte du mystère autour de lui. En attendant, le manga, lui, continue. Et cette continuité qui se traduit par une régularité ne fait qu'entraîner de plus en plus de fans qui n'arrêtent pas de grossir sa fanbase et qui en fait, comme tu l'entends à l'instant, un manga qui va pulvériser tous les records. Mais à partir de là, j'ai qu'un seul truc à te dire. Finalement, qu'est-ce qu'il fait Eiichiro Oda, j'ai du mal à le dire définitivement. Mais en fait, il est régulier. Il continue à pousser, il travaille, il bosse. Parce qu'en fait, il est dans son axe. Il a entre les mains ce qui est pour lui son œuvre. Et il l'a construit. Et donc, que te dire d'autre? Tout est dans ce podcast. Il te suffit de bosser, de trouver ton œuvre et de pousser. Jamais arrêter. Régularité. Qu'importe les critiques, les avis, tu continues. Et à un moment donné, quand tu relèveras la tête, tu verras le chemin parcouru. Si 2010, 2011, 2012 est la période glorieuse de One Piece en termes de vente, c'est parce que cela va bien sûr avec une stratégie bien ficelée. En 2009, One Piece rentrait alors dans son arc le plus important et le plus excitant, Marineford. Dans le monde du Neketsu, il y a deux types d'arcs qui sont souvent les plus populaires, les tournois et les guerres. Ces arcs ont cette particularité de pouvoir rassembler tous les personnages favoris des lecteurs en un seul lieu dans un affrontement au sommet. C'est ça, Marineford. Le résultat de cet arc sera l'ellipse des 2 ans, sonnant alors un nouveau départ, ce qui donna envie à de nombreux lecteurs de racheter et de rattraper tous les anciens tomes pour se préparer à la seconde partie de l'aventure. Conscient du grand enthousiasme autour de One Piece, la Shueisha eut une idée brillante afin de ramener de nouveaux lecteurs. Le film Strong World sortira en 2009, mettant en scène un des personnages les plus importants dans le monde de One Piece, le Lion d'Or. Mais l'idée brillante sera le tome 0. Ce tome est essentiellement une présentation de l'univers de One
One Piece, les différentes organisations, les personnages importants et bien sûr l'exécution de Goldie Roger, le roi des pirates. On pouvait aussi y retrouver des informations sur Strong World pour mieux comprendre le film. Si vous étiez déjà fan de One Piece, alors ça n'aurait rien changé pour vous. Seulement, si vous ne suiviez pas One Piece tout le temps et que vous étiez juste intéressé par Strong World, ce tome 0 permettait non seulement de comprendre le film, mais surtout d'offrir une préface au manga qui allait intriguer un nouveau public, ainsi qu'intéresser ces derniers à rejoindre l'aventure du pirate au chapeau de paille. Et ce tome 0 était offert à l'achat d'une place pour Strong World. Le succès de ce film sera retentissant et le plan marchera à merveille. Ces chiffres à l'époque étaient du jamais vu pour un manga. À ce stade, tu vois le pouvoir du marketing et la force qu'il procure, indépendamment de tout ce que tout le monde peut penser de l'argent, on va le mettre de côté. Là, tu te rends compte que ça a aussi une utilité parce que même si on va dire que Marineford, que je ne connais pas du tout, mais je comprends le principe qui vient d'être expliqué, est au départ un acte purement marketing, il crée, et il en découle d'ailleurs pour les fans, un moment épique et jouissif qui fait que, indépendamment encore une fois du fait que ce soit marketing, eh bien on apprécie le résultat que ça produit. Et donc ça te montre que, et comme beaucoup d'entrepreneurs, ne sous-estime pas la puissance du marketing. Parfois, une idée marketing peut aboutir sur un projet qui ravira tes clients. Et ça, c'est pareil. On a tendance à, notamment en France, lésiner un peu ou ne pas vouloir mettre la sauce sur le marketing, alors qu'en vérité, c'est là qu'il faut envoyer. Marketing égale augmentation des ventes égale plus de budget pour pouvoir proposer plus de choses, et proposer plus de choses égale client content. Donc, dans les rouages de ton aventure, quelle qu'elle soit d'ailleurs, pense argent à un moment donné. Tu es obligé de toute façon. On revient à Eiichiro Oda. Eiichiro Oda, j'arrive toujours pas à le dire. S'il n'avait pas d'argent, il n'aurait pas pu se lancer dans on va dire des arcs fous et peut-être même tenir cette cadence qui ravit, à mon avis, tous les fans de One Piece, dont je ne fais pas partie, mais où j'ai quand même aimé, encore une fois, je reconnais, j'ai aimé la série Netflix. Et j'ai reconnu en Netflix l'inspiration manga, et c'est d'ailleurs ce que j'ai apprécié, j'en ai pas trop parlé, mais comme j'aimais bien certains mangas quand j'étais jeune, de retrouver dans un film finalement des références et comment dirais-je, oui, des actions et des manières de faire que d'habitude on trouve que dans les mangas, j'ai passé un bon moment. Et je pense d'ailleurs que s'il n'y avait pas autant de moyens et une aussi grosse fanbase autour de l'univers One Piece, donc potentiellement pas autant d'argent, on n'aurait pas eu, j'ai envie de dire, une adaptation aussi réussie. Alors, attends, je vais dire quand même les choses. Je ne suis pas un fan de One Piece, mais c'est ce qui est intéressant, c'est que ça, même moi, ça m'a rameuté autour de One Piece alors que j'aimais pas ça. Je veux dire, quand on me donnait le manga, ça correspondait à rien, à ce que j'aimais dans les mangas d'avant. Le style graphique et tout, etc. ne correspond pas à ce que j'aime habituellement dans les mangas. Ce qui est d'ailleurs une ineptie, puisque quand tu regardes, comment on appelle, l'Attaque des Titans, Shingeki no Kyojin, si je ne dis pas de bêtises, là aussi on était dans un style qui était en rupture avec ce qu'on retrouvait dans les mangas, et pourtant j'ai beaucoup plus apprécié Shingeki no Kyojin que One Piece. Mais bon voilà, ça c'est les goûts et les couleurs, on va pas en parler. Ce que je veux dire, c'est que s'il n'y a pas d'argent autour d'un produit, d'un sujet, peu importe, il y a moins de moyens, et s'il y a moins de moyens, il y a moins de produits et de possibilités, et du coup moins de plaisir pour les fans. Donc au final, je le répète, mais bon, tu es sur une chaîne financière, monétise ce que tu fais, tes produits, tes services, parce que c'est la clé du bonheur de tes clients, et le bonheur de tes clients, c'est la clé de la réussite de ton entreprise. Évidemment, le succès a toujours un prix. Le travail de mangaka n'est pas de tout repos. En 2012, lors d'une interview, l'auteur affirmera qu'il ne dort que 3 heures par nuit, de 2h à 5h du matin, et qu'après avoir rendu un chapitre, il prenait un jour de sommeil. De ce fait, ce mode de vie a bien évidemment de lourdes conséquences. En 2013, One Piece a été en pause durant 2 semaines car l'auteur était à l'hôpital. De même pour l'annonce soudaine en mars 2020, disant qu'Oda serait tombé malade soudainement. Oda n'est pas le premier mangaka ayant eu des soucis de santé. Ce rythme de production, couplé à la pression du chiffre, conduit parfois à la maladie, des burn-out et surtout des pauses dans la parution d'un manga, voire l'accélération volontaire par l'auteur de sa fin. Et là, tu sais ce que je vais te dire, indépendance financière, compréhension du business. C'est malheureux, mais est-ce que Oda, s'il n'avait pas été dans Jump, il aurait gâché son potentiel? Est-ce que Oda, avec sa force de travail, si il n'était pas indépendant financièrement, il n'aurait pas une autre manière d'aborder la chose? Je ne le sais pas, bien évidemment. Mais toi qui m'écoutes, c'est ce que j'ai envie de t'envoyer comme message. Personne n'a envie de vivre comme ça. Et surtout,
Je pense que lorsque tu travailles beaucoup, il faut savoir t'arrêter de manière autant intense que les semaines et les mois de travail que tu fournis dans l'année. Il faut que le moment où tu pars en vacances te donne qu'une seule envie, bien évidemment, c'est de revenir travailler, mais surtout que ça te motive à continuer, que tu travailles pour revenir au boulot, aller en vacances. Je me suis mélangé. Alors, pendant des années, je ne suis pas parti en vacances. C'est ma femme qui m'a fait découvrir les vacances. Ça a été au début, d'année en année, très dur pour moi parce que malgré que je faisais partie de ces gens qui pouvaient s'arrêter, je reconnais que casser le rythme, ça fait que derrière, c'est très dur à reprendre. Moi, les arrêts au mois d'août d'année en année font que lorsque je dois reprendre, c'est beaucoup plus dur. Et c'est quelque chose que je n'apprécie pas et qui me gonfle un peu. Mais en même temps, je kiffe tellement mes vacances que je me dis, bon, à l'un dans l'autre, quand même, c'est bien cool de s'arrêter et d'en profiter aussi. Et tout ça, c'est qu'un équilibre. C'est un grand malheur, moi je trouve, quand j'entends ça, que l'on ne puisse pas s'arrêter. Et indépendamment de tout ça, c'est aussi encore plus un grand malheur, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ce soit la maladie qui arrête brutalement une œuvre. Parce que là, pour l'instant, il est vivant et on espère qu'il arrivera à la fin. Je souhaite à tous les fans du manga, dont je ne fais pas partie, qu'il arrivera à boucler son œuvre. Mais il est possible, malheureusement, dans ce genre de situation, que ça s'arrête précipitamment, voire inopinément. Et là, c'est très triste parce que du coup, on laisse tout le monde sur sa faim avec une œuvre inachevée, quoi. Et ça arrive et ça existe. Donc, ça te montre que qui que tu sois, quoi que tu fasses dans la vie, quoi que tu veuilles faire, tu as intérêt à avoir des connaissances financières, à avoir une compréhension du business pour faire les choix qui te correspondent le mieux et qui te permettent au mieux de parachever ou d'achever ton œuvre. Le travail acharné continuera de payer. Le 15 juin 2015, One Piece est rentré officiellement dans le Guinness Book des records en tant que série de bande dessinée réalisée par un seul et même auteur ayant le plus grand nombre d'exemplaires en circulation dans le monde. Le nombre était de 320 millions d'exemplaires à la date de décembre 2014. One Piece passait devant Dragon Ball, l'élève avait réussi à faire mieux que le maître. Les lecteurs commencèrent à remarquer les foreshadowings de l'auteur, des indices cachés pouvant prédire le futur de One Piece. Ainsi, des forums de discussion naissaient sur les réseaux, des chaînes YouTube se créaient, belle occasion pour annoncer un tout nouveau film One Piece. Après Z et sa fin touchante, qui avait laissé les spectateurs sans voix, c'était au tour de One Piece Gold de sublimer l'œuvre du natif de Kumamoto. Et pour marquer le coup, l'annonce d'un événement avait fait un grand bruit dans la communauté One Piece. Oda fera une nouvelle apparition télévisée à l'occasion du nouveau film. Mais malheureusement pour les curieux, le visage de l'auteur ne sera pas montré. Mais beaucoup d'entre nous n'avaient jamais entendu la voix d'Eiichiro Oda. 19 ans après le début de One Piece, l'auteur affirmera qu'initialement il avait prévu de finir One Piece en 5 ans, mais qu'à chaque fois, il a de nouvelles idées en cours de route. C'est aussi durant cette même année qu'Oda deviendra un héros pour les habitants de Kumamoto. Alors que la ville est marquée par les ravages laissés par le tremblement de terre de 2016, l'auteur de One Piece fera un don de 800 millions de yens, soit 5 millions d'euros, à la ville de Kumamoto. Et un épisode spécial de Kumamoto sera produit. Un geste qui toucha le gouverneur de la préfecture, qui en remerciement lancera le Kumamoto Revival Project, un projet durant lequel chaque membre de l'équipage des Mugiwara aura sa statue dans différents lieux de Kumamoto. Ces statues attirent de nombreux touristes du monde entier. Il faudra attendre 2019 pour qu'un manga détrône One Piece de sa place de meilleur vendeur annuel. Le phénomène Demon Slayer prendra la première place. Mais l'engouement autour de One Piece était encore présent. Le film Stampede réalisera un record pour un premier jour au box-office japonais de 2019 avec 600 000 billets écoulés. 2 ans plus tard, One Piece adaptera en animé son 1000e épisode. Et le nouveau film Red est annoncé. En mars 2022, One Piece est désormais à 500 millions de tomes écoulés. Passant devant Batman, il ne reste que Superman devant Luffy et ses Nakama. De notre côté, en France, Glénat annonce que le manga a vendu 5 millions de volumes en 2021, tout simplement du jamais vu. Le manga prend de l'ampleur en France. Des fans font la queue pour acheter un tome, et des affiches One Piece sont visibles sur des transports en commun. Pour le 25e anniversaire de One Piece, un jeu de cartes est annoncé. Un nouveau jeu vidéo open world, One Piece Odyssey, et Netflix prévoit grand avec un budget de 100 millions investi pour sa nouvelle série One Piece. Que dire? Ça pulvérise tous les records. Et 19 ans après, le mec bosse pareil. Ça laisse songeur. Réfléchis. Finalement, tout le monde est là à te dire « Oui, fais comme ceci pour être riche. Oui, fais comme cela. » Bosse en fait quoi. Galère un moment. Continue dans la même direction. Bosse. Tu te rendras compte qu'on a tous fait pareil. Ça fait 20 ans que je fais de l'immobilier. 20 ans. Je suis pas devenu riche du jour au lendemain. Je te vends pas l'indépendance financière en 5 minutes sur Internet.
Je t'ai toujours dit, d'ailleurs mon premier slogan, et je le rappelle tout le temps, des fois je me dis que j'aurais dû le laisser millionnaire en 10 ans. C'est tout. Donc il n'y a pas de magie en fait. Et juste, parce que j'ai envie de le dire quand même, il a fait un chèque de 5 millions à sa ville parce qu'il y a eu un tremblement de terre. Il y a des statues partout dans la ville qui attirent du monde, partout. Non, mais c'est vrai qu'après on peut se dire que les riches ça sert à rien. On peut le croire, on peut se mentir à soi-même et se dire que un riche n'a aucune utilité. Ou alors, comme des pays normaux et intelligents, on peut comprendre qu'en fait, qu'avoir une personne qui a du talent sur son sol, qui produit de la valeur et de la richesse, qui draine un intérêt international, eh bien, a tout intérêt à rester. Et on devrait tout faire pour attirer ces gens-là chez nous. Ça me rend malade en fait, de voir que partout ils comprennent et que nous on comprend toujours pas. Mais c'est pas grave. Bon, je vais pas m'étaler là-dessus parce que tu sens que c'est un petit peu chez moi, tu vois, encore à fleur de peau là-dessus. C'est des sujets sensibles. Mais moi je trouve que c'est fabuleux d'entendre des chiffres comme ça. Quand tu vois toute l'histoire qu'on vient de parcourir ensemble, et encore, on n'est qu'à 1h45 de podcast. J'ai fait des podcasts de 2h30 sur des sujets comme cela, mais on se rend vraiment compte à quel point il y a eu de la détermination, de la difficulté, mais que derrière, quand tout a été franchi, il y a de la continuité. Parce que les gens, ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre non plus, c'est que c'est bien beau d'avoir toujours un avis sur les choses et de critiquer, blablabla. Mais devenir le meilleur, c'est une chose. Le rester, c'en est encore une autre. Là, l'histoire, on a à la fin, je ne vais pas te mentir, c'est en train de se terminer. Et on pourrait se dire, ça se finit bien, c'est cool. Mais en fait, non. 19 ans à faire la même chose, à la répéter, alors qu'il a été malade, il a eu des problèmes, il pourrait s'arrêter. Enfin, les excuses, on en a 1000. Et il y a des gens qui te disent, ah oui, mais si tu étais riche, tu ne serais pas ici, tu ne ferais pas ceci, tu continuerais pas. Rien à voir, rien à voir. Au début de cette histoire, je t'ai dit quoi? Il n'y avait pas d'argent en jeu. Il n'y avait pas d'argent en jeu pour faire ce qu'il a fait. À la fin de cette histoire, il n'y a toujours pas d'argent en jeu. Il n'y en a toujours pas. Le mec continue, il fait des dons à sa ville, la ville met des statues de ses personnages qui attirent du monde dans sa ville, ça lui rapporte de l'argent, enfin pas à l'auteur, mais à la ville, puisqu'il y a des gens qui viennent visiter les statues comme une espèce de petit pèlerinage. Bref, ce que j'essaye de te montrer, c'est que, en définitive, tout le monde cherche un raccourci qui va s'avérer toujours être plus long que le chemin. C'est un truc que je dis depuis quelques temps, que j'ai fait une conférence chez François Denis d'ailleurs, pour ne pas le citer, qui sera présent à mon séminaire, petite parenthèse. Mais tu vois ce que je veux dire? Arrête de chercher des raccourcis, contente-toi simplement de ce que tu as vu dans cette émission. C'est pas très compliqué, ça demande pas beaucoup de, comment dirais-je, j'allais dire d'intelligence, mais c'est un petit peu arrogant de parler comme ça, mais tu comprends? Globalement, fie-toi à tes passions étant enfant, à tes rêves, à ta volonté profonde et suis ce chemin quoi qu'il en coûte. Et si sur ton trajet, il y a des obstacles, ben en fait, il faut faire face, c'est tout. Bien évidemment, on a tous des problèmes et te dire qu'on n'en a pas, c'est te mentir. J'en ai aujourd'hui, j'en aurai demain et j'en aurai encore après-demain et j'en ai eu hier aussi. Mais il y en aura tous les jours que Dieu fait. La question n'est pas de se dire quel problème tu vas rencontrer. La question, c'est de se dire, est-ce que tu veux vraiment aller au bout? Et si c'est la réponse, c'est oui, et que la bonne réponse, c'est oui, je vais aller au bout, ben, t'inquiète pas des problèmes que tu vas rencontrer. Tu les surmonteras, en fait, d'une manière ou d'une autre. Donc, je trouve que c'est hyper intéressant, d'autant qu'encore une fois, la réussite, pour moi, elle est totale, puisque au travers de la série Netflix, pour moi, en tout cas, ils ont réussi à attirer des gens de mon profil qui n'avaient aucun intérêt pour l'émission. Et je trouve ça fort parce que, voilà, quand, on va dire, pas un manga, c'est pas trop le terme approprié en l'occurrence ici, mais quand une œuvre, un sujet ne t'intéresse pas, mais que on finit par produire une série, un produit dérivé qui attire ton attention suffisamment pour t'intéresser à la vie de l'auteur et à son œuvre, mais pour moi, la boucle, elle est bouclée, quoi. Je veux dire, on est sur quelque chose, comme ça a été dit, qui va surpasser Superman à terme, puisque Superman existe depuis tellement longtemps que là, on est juste derrière Superman, au-dessus de Batman. Voilà, c'est clairement un manga, une BD qui va écraser tout sur son passage dans les prochaines années et qui restera dans le panthéon des histoires les plus lues, les plus écoutées, les plus regardées, qui n'auront jamais été produites par l'humanité en termes de dessin. Et je trouve ça très fort parce que ça laisse présager encore de beaucoup de possibilités pour la franchise. Où ça va s'arrêter? Je te pose la question. En tout cas, Luffy au chapeau de paille
Ça aura été vraiment pour moi une surprise et une découverte cette année, inattendue, parce que franchement quand j'ai appuyé sur play, je ne m'attendais pas à m'intéresser, c'était de la curiosité et aussi un petit peu le truc de se dire oui, ça va encore être une adaptation comme toutes les autres qu'ils ont fait en film, qui étaient des gros bidons que tu regardes 3 minutes et tu te dis bon allez, c'est trop nul, je zappe. Et je t'avoue que je l'ai regardé comme ça. Et au final, je me retrouve à m'intéresser à la vie de Eiichiro Oda, que je finirai par bien dire à la fin de cette émission, que je trouve hyper intéressante, que j'ai coupé, parce que bon, j'ai enlevé le mariage et tous les trucs. Si tu as envie de voir, tu vas voir la vidéo YouTube originelle. Et franchement, je t'incite à regarder la série Netflix. Si tu as envie, bon, c'est quand même un petit peu, je dirais burlesque, mais moi j'ai trouvé ça sympa. Et ensuite, à suivre, puisque apparemment il y aura une deuxième saison. Et donc, en tout cas, il y a des tomes, il y a des mangas, il y a des chaînes YouTube, il y a tout ce qu'il faut. Et écoute, ma foi, on arrive au terme de cette émission. Je te remercie de m'avoir écouté. Je t'invite à me laisser un commentaire et des étoiles là où tu m'écoutes. Tu sais que ça m'aide énormément et que c'est assez difficile à référencer. Donc, je compte sur toi. Et merci à tous ceux d'ailleurs qui me laissent des commentaires et des étoiles. Va sur immobiliercompagnie.com. Dans l'onglet séminaire, il y a un séminaire. Il reste plus que quelques jours. 8 ou 9 selon le jour où tu vas écouter cette émission ou peut-être moins pour prendre ta place. Et puis moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine émission.